Ce que j'aime avec vous, vraiment, c'est votre côté sans filtre. C'est parti pour un petit podcast avec Jonah Thaïlande. D'un côté, j'enseignais à des personnes à se libérer, je parlais de développement personnel. Et de l'autre côté, on me demandait de mettre la pression à des caissières de quoi 50 ans. Tu ne t'enrichis pas si tu ne mets pas en place des actions pour y arriver. Et ce week-end-là, j'ai eu une idée. Cette idée, je l'ai mise en application et c'est 3 ans plus tard où elle me rapportait précisément 2 millions d'euros. Donc voilà l'origine de la fortune. C'est parti pour un petit podcast avec Jonah Thaïlande, en direct de Thaïlande en plus. Ça fait plaisir, merci Julien. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc je t'ai rencontré par l'intermédiaire de Marc, de la chaîne de la vérité qu'on a déjà interviewé. Et ce que j'aime avec vous, vraiment, c'est votre côté sans filtre, votre côté dire exactement ce que vous pensez. Et en fait, on peut ou pas être d'accord avec ce que vous dites, mais il y a quand même quelque chose d'assez beau, c'est que on sent que vous êtes libre, que vous vivez votre vie comme vous l'entendez. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer et parler de ton parcours, au-delà de ta façon de vivre, également de comment t'es parti de vraiment zéro, puisque le titre de la vidéo, ça va être « De la rue à millionnaire » à Pattaya. Et donc, on va voir un petit peu déjà ce parcours. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, quel âge tu as et comment tu as commencé un petit peu ta vie en gros? Actuellement, j'ai 40 ans. Je suis né en Belgique d'un père irlandais et d'une mère sicilienne. Ok, sacré mélange. C'était hardcore par moment. J'ai quelques souvenirs de mon père, pas énormément. J'ai grandi dans la précarité. J'en parle très peu, par respect pour mes géniteurs, tu vois. Je me suis fait tout seul à travers des modèles, à travers la télé, les bouquins, etc. J'ai très peu connu mon père. Ma mère a tout donné, sans emploi, 5 enfants, elle a vraiment tout donné. J'ai déjà eu des conversations avec elle, j'estime pas qu'elle m'a vraiment éduqué, elle m'a plus nourri qu'éduqué, mais elle serait d'accord avec ça, hein. Et bon voilà, très vite, j'arrive à un moment dans ma vie où avec ma mère, il y a beaucoup de désaccords, parce que je suis Lion, ascendant Lion, et voilà, quand j'ai des idées, j'y vais, tu vois. Il y en a un deuxième ici. Hein. Toi aussi? Ouais, tu vois. Et voilà, je suis toujours un peu à fond. Et très vite, il se passe des éléments très perturbateurs dans ma vie de jeune adulte. Je viens d'être majeur, je termine les études, des études. T'as fait quoi comme études? Très bas de gamme en fait. Je suis diplômé métallier soudeur. Ok. Ah oui, c'est complètement... Bas de gamme, ça c'est toi qui le dis, hein. On peut en faire des choses. Hein. Très bas de gamme dans le sens où c'est plutôt souvent des études qui vont te prédestiner à aller travailler à l'usine, ouais. À échanger ta colonne vertébrale contre un métier qui peut ou pas être appréciable, mais en tout cas contre... un salaire médiocre, on peut le dire. Surtout en Europe, en fait. Ceux qui partent aux États-Unis avec ce type de compétences, par contre, peuvent faire de belles choses. Je suis pas né au bon endroit, alors. Tu vois. Et puis, il se passe que, donc, très jeune adulte, je finis l'école cet été-là, à savoir, donc, je suis né au mois d'août. T'as quel âge à ce moment-là? 18 ans. Je finis les études. Et je vais donc avoir 19 ans le mois suivant, d'accord? Et en juillet, j'emprunte la voiture d'un de mes cousins, Paolo. C'était une Citroën Saxo vitesse, je me souviens. Je roule 50 km/h, je freine. Alors, je freine pas bien et j'accidente son véhicule. 2500 € de réparation. Montant que je n'ai pas à l'époque. Mon grand frère décide de me les prêter. Et il me dit, tous les mois, tu m'en rends 250 €, comme ça, en moins d'1 an, on n'en parle plus. Je suis OK, d'accord, je m'y engage. Sauf que, en sortant de l'étude en Belgique, quand tu finis tes études, l'État te donne un petit... En tout cas, à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait, ça a peut-être changé. Il te donnait une petite aide sociale, si tu veux. Et à l'époque, j'avais 350 €. Et ma mère m'avait déjà dit, écoute, tous les mois, tu me dois 250 €. OK, pour aider la famille. C'est ça, voilà, okay. Pour l'aider. Donc, il te restait 100 d'argent de poche. C'est ça. Sauf que là, tu venais de casser une voiture où tu devais donner 250. Il y avait un delta, il te manquait 150, quoi. T'as tout compris. Ouais. Alors, je vais trouver ma mère, je lui explique les faits et je lui dis, écoute, tous les mois, je veux bien me sacrifier, je te donne les 100 qui restent, mais je ne sais pas arriver à 250. Je les dois à David, mon grand frère. Et elle me dit, écoute, Jonathan, moi, c'est 250 que tu demandes. C'est pas 249, c'est pas 150, c'est pas 100, c'est 250 tous les mois. Tu sais, il faut aussi remettre le contexte. Ma mère, elle est née en Sicile. Elle a grandi enfant. Elle a vécu l'immigration. Ses parents ont connu la guerre. Je veux bien comprendre tout ça avec beaucoup de recul. Et elle était très ferme dans sa position. Bon, arrive quelques jours plus tard, je touche donc cette aide d'allocation que la Belgique donne. Je donne 250 à mon grand frère. J'ai trouvé ma mère, je dis, écoute, maman, il y a 100 €, ils sont là, prends-les. Elle dit, non, tu me dois 250, ils sont... Je ne sais pas.
Alors, elle me dit, tu me donnes les clés de la maison. On a habité une petite maison de cité. Elle me dit, tu me donnes les clés de la maison et tous les matins, de 7h à 8h, tu sors de la maison et tu rentres le soir aux 19 et 20h. Tu vas chercher du boulot. Ma foi, ok, mais dans ma croyance, à l'époque, il n'y avait pas de boulot. Je ne sais pas s'il y en a toujours plus au moment où je parle en Europe, en tout cas en Belgique. Et il se passe que je commence à passer mes journées dehors. On a de la chance, on est en juillet, il faisait bon cette année-là. Et après 3 jours, elle vient me revoir. Bon, ok, tu as l'argent? Mais non, maman, j'ai pas l'argent. Ok, dorénavant, je te fais plus à manger. Je coupe le courant dans ta chambre. Je fais plus ton linge. Bon, vraiment calvaire total. Je dis, écoute, maman, je suis là. Je suis là. Profite d'avoir un petit peu de quelque chose que tout de rien du tout. Comprends le message que je t'envoie. Et puis, quelques jours repassent encore. Et je continue à m'enfoncer dans cette vie qui me convient de moins en moins parce que j'en souffre de cette relation, tu vois. On arrive au mois d'août, on arrive le jour de mon anniversaire. Aucune trêve dans le caractère de ma mère, tu vois. Pas gâteau, rien, c'est vraiment à la dure. Et quelques nuits plus tard, la nuit du 11 au 12, je décide de faire un petit sac. Je prends ce qui me semble à l'époque être le plus de valeur à mes yeux. C'est quoi? Écoute, à l'époque... Un magazine Playboy? Non, pas encore. Non. À l'époque, j'aimais bien les dessins animés Dragon Ball. Ok. Oh, ça va te paraître un peu stupide, mais j'avais 2 figurines Dragon Ball. Okay. Je t'ai dit, j'ai grandi dans la précarité. Ce que je possédais, c'était ma vie, mon trésor. J'avais un PC portable que j'ai pris et qui est au bout de sa vie, mais que j'utilise toujours au moment où je te parle. Wow. Il lui manque des touches. Je fais attention à mes affaires. Je connais la valeur de la ferraille, tu vois. J'ai pris quelques frags, j'ai pris quelques photos parce qu'à l'époque, c'était plus photos imprimées. Et je suis parti avec ça. Et bon, voilà, c'était l'été. J'ai grandi comme j'ai pu. J'ai vécu un peu dans les parcs, dans la cave d'un pote, dans la chambre d'un autre quand c'était possible. Parce que bon, c'est pas toujours évident. Mon grand frère voulait m'accueillir chez lui. J'y suis allé un court instant, mais il était marié. C'était pas évident. Je me sentais de trop. Donc, j'ai décidé de partir aussi. Il faut savoir que de là, ma mère, c'est 11 ans où on ne s'est plus parlé. Elle est revenue vers moi plusieurs fois et par ego, à l'époque, mon ego dominait ma personne. Maintenant, vous vous reparlez? Oui. Il a fallu 11 ans. Elle regrette ou pas? Elle s'en est beaucoup voulu. Moi, je lui dis qu'elle n'avait pas à s'en vouloir. C'était sa façon des choses. Tu sais, l'adulte qu'on devient dépend du gamin qu'on a été. Et je suis content d'avoir grandi dans ces conditions, même si ça n'a pas été... j'avais 12 ans, ma mère, elle me donnait... comment on appelle ça? Un magazine de supermarché, Carrefour, etc., à Cora. Elle dit, voilà, entoure ce que tu veux, maximum 5 €, ce sera ton cadeau de Noël. J'ai grandi comme ça. Donc, je peux pas en vouloir à ma mère. Elle a quand même essayé de tout donner. Elle le sait, j'aime beaucoup ma mère. Mais il y a des choses comme enfant où on peut des fois ne pas accepter venant de ses parents sur le coup. Ouais. Comment tu as rebondi du coup de la rue à retrouver une vie un peu plus normale et jusqu'à maintenant arriver à être millionnaire? Comment j'ai rebondi? Des petits boulots au début. Ouais. Il faut savoir que j'allais arracher des mauvaises herbes dans des champs. J'étais payé 5 € de l'heure. Ça m'allait très bien. J'ai travaillé ensuite chez Quick. Je suis rentré chez Quick, tu sais, la chaîne de restaurants fast-food, comme grillman, puis caissier. Puis j'ai monté les échelons en AA, des petits examens en interne pour revenir chef de, comment on appelle ça, crew leader, chef d'équipe, et puis manager, enfin assistant manager. Puis par la suite, je suis parti chez Lidl, après 7 ans chez Quick, où je suis rentré directement avec un bon poste, un bon emploi. J'étais directement assistant de manager. Et puis avec le temps, j'ai passé des examens en interne et j'ai fini par responsable de filiale où tu sais, tous les jours, tu fais le tour de quelques filiales pour voir si tout tournait. C'était ma dernière tâche en tant que salarié à l'époque. Resté combien de temps chez eux? 7 ans également chez Lidl. Ouais, donc ça nous mène presque à 33 ans ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, tu as commencé ensuite l'entrepreneuriat, j'imagine. Il y a eu un déclic? Oui, il y a eu un déclic qui a beaucoup joué. Il faut savoir que je suis papa de 2 enfants. D'accord, j'en parle très peu dans mes vidéos. Ma vie privée, je la mets souvent un peu à l'écart. Le plus grand de mes fils est déjà majeur. Donc, je suis tombé papa très tôt. Tu sais, j'ai une vie un peu particulière. Et le plus jeune a eu 13 ans le mois passé. Il est né le 21 juin. Et il faut savoir que quand je travaillais chez Lidl, j'étais à un moment donné séparé. J'ai divorcé, j'étais marié. Et la maman, c'est pas la même maman. Les 2 garçons n'ont pas la même maman. Et la maman du plus petit m'a dit, écoute, je vais aller vivre à l'étranger.
J'écoute, elle est même pas née en Europe, elle est d'origine irakienne, il faut le savoir, et elle comptait aller vivre à La Réunion. Okay. Je lui dis, écoute, si tu veux aller vivre à l'étranger, t'y vas. Mais elle me dit, je pars avec notre garçon, qui s'appelle Mathéo. Je dis, écoute, non, non, j'ai pas envie. Et si tu pars, tu le laisses. Et elle me dit, non, je vais partir avec, s'il faut, je prends un avocat, je pars avec. J'avais pas spécialement beaucoup non plus les moyens à l'époque. C'est pas parce que tu travailles chez Lidl que ça y est, t'es en mode bling bling, tu vois. Tu gagnais combien à peu près à l'époque pour que ça plante un peu le contexte? À cette époque-là, j'étais à peu près à 2000 € net par mois. Quand t'es papa célibataire, c'est pas spécialement évident. Non. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à, je vais pas dire étudier, mais lire le code civil en Belgique pour un peu me défendre tout seul, parce que j'étais dans une moyenne salariale qui ne m'autorisait pas à avoir un avocat prodéo, commis d'office, mais j'avais pas non plus les moyens de m'en payer un. Mais je voulais rester présent pour mon garçon, en tout cas le voir grandir, c'était important. Tu sais, au moment où elle m'annonce ça, c'est l'année où on se sépare, il allait avoir 2 ans. Donc, si on remet un peu dans les faits, tu as envie de voir ton garçon grandir. Bien sûr. C'est important. Et donc, j'ai lu, étudié, appelle ça comme tu veux, le code civil au possible. Je me suis défendu par moi-même et j'ai eu gain de cause. Donc, je me retrouve papa célibataire, à temps plein en tout cas avec Mathéo, parce que le plus grand a une tendance en tout cas à vivre chez sa maman, tu vois, que je vois de temps en temps, mais pas à 100% comme Mathéo. Et à un moment donné, je vais trouver un de mes responsables chez Lidl, Monsieur Coron. Et je lui dis, oui, je me souviens. Et je lui dis, écoutez, Monsieur Coron, est-ce que c'est possible d'avoir un samedi de congé par mois? Comme ça, je passe un week-end par mois entier avec mes enfants. Parce que chez Lidl, je travaillais beaucoup. J'étais devenu un chien, un esclave. Tu sais, le matin, tu mets ton garçon à la garderie, à la crèche, tu rentres, des fois, tu finis, il est 20h, tu rentres, il est 21h. Il est au lit, tu le vois pas. Tu as envie de passer un peu du temps avec lui. Et il me dit, écoute, tu peux les avoir tous tes samedis. T'es lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Amène-moi ta démission et c'est réglé. Sur le coup, tu as envie de devenir dentiste à coups de tête plongeante. Ah ouais? Oui, c'est en mode punchline, moi, toujours, mais c'est comme ça que je le ressens. Et avec du recul, beaucoup de recul, j'ai envie de lui dire merci. Merci. Il ne regardera peut-être pas cette vidéo, mais merci, Monsieur Coron, parce que ça, il a participé grâce à ce nom et un ensemble d'autres noms dans ma vie, à arrêter de paramétrer ma vie pour qu'elle soit juste acceptable et à arriver à alimenter une flamme intérieure pour se dire maintenant c'est fini. Maintenant c'est ma vie et je vais la vivre réellement, tu vois, et de prendre mon destin en main. Donc quand il m'a dit ça, ben, je me suis souvenu qu'en étudiant, en tout cas en lisant le code civil, j'étais tombé sur un texte de loi en Belgique qui dit que si tu, en tant qu'ouvrier, employé, tu décides d'aller suivre des écoles, enfin des études dans une école qui est pour adultes, reconnue, il y a des conditions, mais ton employeur est obligé de libérer ton temps de vie pour que tu y ailles. Tu dois prester à un autre moment tes heures, mais tu dois y aller. Et je vais m'inscrire, c'était à Namur, j'habitais à Namur à l'époque en Belgique, je vais m'inscrire à l'école des cadets, donc une école pour adultes. Et il y avait le seul cours que j'ai trouvé le samedi, qui devait commencer pas trop tôt, parce que sinon je travaillais le samedi soir, pas trop tard, parce que sinon je devais travailler le samedi matin. Enfin, tu vois, il y avait tout un montage, c'était informatique. Alors j'ai pris goût à l'informatique, j'ai fini par être diplômé informaticien, juste pour aller au bout, tu vois. Et alors j'ai pris goût, grâce à ça, je me suis dit, bah John, fais-toi un horaire à la carte. Le lundi, j'allais étudier la sophrologie. Le mardi, et j'ai commencé comme ça. Et en fait, chez Lidl, j'ai travaillé de 7h à 17h en semaine et j'étais en congé tous les week-ends. C'était du jamais vu. Et je me souviens que, pour la petite anecdote, quand ces années d'études ont terminé, parce que ça a pris du temps, Monsieur Coron est venu me voir. Il m'a dit, à la rentrée, c'est fini, hein. C'est ta dernière année en informatique. Hein, tu recommences. Et je me souviens de l'avoir regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, Monsieur Coron, si je dois aller m'inscrire en couture ou en tricot, j'irai. Mais je ne travaillerai plus les samedis pour vous. Et je n'ai plus jamais été planifié un samedi. Et il faut savoir pour la petite histoire qu'avec tous mes profs, j'étais très, très honnête, très transparent, très franc. D'ailleurs, tu l'as remarqué le jour où on s'est raconté, ouais. On garde ça pour nous, mais je suis quelqu'un de très honnête, très franc. Et je leur ai dit pareil. Je leur ai dit, écoutez, je suis là pour telle raison. Je dois avoir mes présences, mais je veux être en mode papa. Je m'engage à venir 1 fois sur 2. Je ferai les choses bien, vous m'envoyez les cours, j'étudierai à la maison et j'irai au bout. Eh bien, tous les profs m'ont toujours mis mes présences à 100% et j'ai pu continuer mon petit manège le temps nécessaire.
pour un jour me dire John, prends ton destin en main. Le salariat, c'est pas pour toi. Toi, tu es un homme libre, tu dois rester libre. Arrête de tolérer ce que tu ne supportes plus. Libère-toi. Et j'ai commencé, grâce finalement à tout ce que j'étudiais, à lancer une activité après journée. Ok. Quelle a été la première activité du coup? À savoir qu'en hypnose, j'ai commencé à exceller en hypnose. Alors, attends, tu as appris l'hypnose pendant les cours là? L'hypnose, c'est quelque chose que tu as appris à côté? L'hypnose, c'est venu pendant, si tu veux, cette période où justement j'étais en train de me former énormément, parce qu'après ça devient comme une drogue, c'est ma came. T'as envie d'apprendre des choses, tu vois. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Anthony Jodard. Merci beaucoup Anthony, si tu vois cette vidéo. Il a ma gratitude à vie et il le sait, parce qu'il m'a appris quelque chose d'essentiel. Il m'a appris à modifier mon point de vue. On était dans le vieux Nice, et on est là, et il y avait plein des Niçois, un peu, tu sais, BCBG, comme ça, en train de s'offusquer. Il y avait une crotte de chien par terre. Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il vient me faire un petit coup de sapin, il me dit, tu vois, ils sont tous là, c'est de la merde, c'est pas. Mais quand on regarde, qu'on modifie notre point de vue, ça, c'est de l'engrais naturel pour le jardin. Ce gars avait cette façon de toujours prendre une information et de la traiter jusqu'au moment où elle devienne agréable. Il m'a enseigné ça. C'est beau. Et j'avais rencontré Anthony grâce à l'étude de l'alchimie que j'ai fait en ligne à l'époque. Okay. Quelques ouvrages que j'ai trouvés très agréables. Et on était sur le même forum, on a interagi, on est devenus potes. Et il m'a dit, écoute, moi je m'entends bien avec toi. Viens me dire bonjour à la maison, je te présente ma femme, les enfants, la vie elle est bien. Je dis, ok, d'accord, t'habites où? J'habite à Nice. Bon, moi j'étais à Liège à l'époque, enfin Namur, c'était pas tout près, mais je me suis lancé dans ma vie. Ouais. Et lui, j'ai été le voir. Et pas à la base pour qu'il m'enseigne l'hypnose, pas du tout. Pour voir un gars, un pote, tu vois, se passer un moment agréable. Et quand on était dans le Vieux-Nice, il a vu que j'avais peur des chiens. À l'époque, j'avais la phobie des chiens. Mais je te parle d'un chien, vraiment, tu sais, je passe devant, il était là, des yeux rouges, des dents acérées, il aboyait, un regard de fou. Moi, j'avais peur, c'était un caniche. Je le dis en rigolant. Mais j'avais la phobie des chiens. Lui, le soir, il a relevé ça quand on était à l'appart. Il me dit, écoute, j'ai repéré tout à l'heure ce qui s'est passé. Ça s'appelle une phobie. Je dis, oui, ok, d'accord. Il me dit, si tu veux, je te l'enlève. Ça y est, le gars, il se prend pour Harry Potter. Tu vois. Et en fait, il me dit, non, je suis hypno. Ici, à Nice, je fais de l'hypnose. Je ne sais pas si tu connais l'hypnose. Il commence à m'expliquer un petit peu. Et il me dit, on peut traiter la phobie en 20 minutes, si tu me fais confiance. Je dis, écoute, moi, j'ai rien à perdre. Je suis là. Donc, allons au bout du processus. Il m'a mis sous état hypnotique. Au moment où je te parle, je suis très à l'aise avec les chiens, donc tout va très bien. Et donc, il m'a guéri, si je puis dire, je vais mettre des guillemets, de ma phobie. Et après coup, j'ai dit, mais c'est le lendemain, on passe devant des chiens et je vois que j'ai plus le... Tu sais, par réflexe, je suis comme ça, là, tu vois. Quand tu passes devant quelque chose qui t'effraie, en fait, non, c'est qu'un réflexe. Je me surprends à le caresser, le chien. Et je dis, ouais, c'est incroyable. Il me dit, ouais, c'est l'hypnose, voilà, c'est la magie de l'hypnose. Et le soir même, on en reparle. Il me dit, si tu veux, je t'enseigne l'hypnose. Écoute, Anthony, c'est pas dans mes budgets, nanana. Je dis, non, ça me fait plaisir. Tu restes un peu plus, je t'enseigne l'hypnose. Alors, il m'a enseigné l'hypnose, mais sous hypnose. Ok. C'est-à-dire que le matin, il me mettait en état hypnotique. Il m'a envoyé toute la matière, je te le promets, toute la théorie. Et puis, à la fin de la journée, bon, tu l'emmagasines. Et après quelque temps, il a estimé que j'étais formé. Ce qui, pour moi, semblait quelque chose d'insignifiant. Avec beaucoup de recul, il m'a très bien formé. Et quand je suis rentré à nouveau en Belgique, j'ai dit à un de mes frères, ça y est, je fais de l'hypnose. Tu sais, ça y est, là, je connais un tour de magie. Et mon frère me dit, arrête tes bêtises. Et je dis, regarde. Et je lui fais un truc à la Mesmer, où vraiment, en 3 secondes, il est en mode zombie, là, tu vois. Ouais. Je te montrerai les vidéos après, si tu veux. Okay. Et sa femme arrive, elle reste bête, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, mais ça, elle part aussi, tu vois. Et je me surprends moi-même un peu effrayé à l'avoir fait pour la première fois de ma vie. Et je savais que je savais le faire, en fait. Et puis après, je rappelle Anthony, il me dit, écoute, si tu veux, étudie ce bouquin-là, lis celui-là, suis quand même quelques cours, mais la base est là. Et donc, je me suis formé aussi à l'hypnose. Et pour en revenir à ta question initiale, c'est la première chose que j'ai commencé à proposer malgré moi en après-journée, pendant que je travaillais chez Lidl, c'est des services de coaching, je mets des guillemets, parce que coach, ça veut rien dire, ça veut tout dire, mais mental, aide à l'hypnose, si tu veux. On venait me voir, il y avait des phobies, je les faisais sauter. J'ai eu des beaux témoignages de gars qui
qui voyait passer une araignée, là, comme ça, en salle de formation, qui était terrorisée. Et la semaine d'après, après avoir été traité, ça va. Oui, j'étais à la maison, j'ai vu une araignée, je l'ai pris par la patte, j'ai foutu dehors. Bon, voilà, elle payait pas de loyer, qu'est-ce que tu veux? J'allais pas la garder. Mais ça, c'est vraiment la beauté, j'ai envie de dire, du coaching, tu vois, quand tu apportes une vraie plus-value. Et petit à petit, donc, ça s'est mis en place comme ça, ouais, malgré moi. Ok, donc ça a été ta première source de rémunération, on va dire, hors salariat. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as grimpé jusqu'à faire ton premier million? Oh là là, le chemin est long. Dans les grandes lignes, on va dire. Disons que j'ai fini par quitter Lidl. Après avoir mis en place après journée, attention, j'ai pas sauté dans le vide non plus en mode kamikaze, quoique. J'ai quand même mis en place des petits systèmes de formation que je proposais à la journée. C'était des journées formation sur le pouce. Tu me payais, tu venais une journée, je te formais une discipline. Pas l'hypnose, ça pas en une journée, attention. Hein. Mais j'enseignais des fois les bases de la lithothérapie, les bracelets en pierre. Okay. Je donnais les codes de la numérologie. J'enseignais le massage aussi, donc je savais en une journée montrer les bases d'un bon massage. Maintenant, je sais que certains vont regarder cette vidéo, vont dire ouais, en une journée, on ne sait pas être un maître, un expert. On est bien d'accord avec ça. On ne sait pas. Mais on sait avoir de très bonnes bases en une journée. Et puis après, revenir une deuxième journée, une troisième, pour aller un peu plus loin dans la discipline. Et donc, en parallèle avec Lidl, j'ai monté donc des journées de formation. Ça se faisait chez moi, il faut le savoir. Je louais un petit local à l'époque, mais ça ne m'a pas été profitable parce que ça me coûtait plus que ce que ça m'en rapportait par moment. Et puis, des fois, tu enseignes des disciplines, tu as besoin de calme, et la pièce à côté, tu as le gars qui fait du djembé. Alors là, c'est drôle sur le coup, mais sur le moment, tu as envie de pleurer, quoi. Ouais. Et c'est le film Le Fondateur, là, tu vois, avec l'histoire McDonald's. De McDonald's, c'est un excellent film. Il est excellent, je le recommande. Qui m'a finalement mis en tête, achète tes propriétés, achète tes locaux, et tu seras tranquille. Tu vois, dans l'idée, je l'ai compris comme ça. Et donc, en 2019, j'ai vendu ma propriété à Namur, une maison que j'avais achetée aux enchères. Je l'avais eu à un très bon prix pour l'anecdote parce que je trouve que c'est quand même ça a joué dans ma vie pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Je suis en vente publique, donc à Namur, en Wallonie, en Belgique, pour acheter une maison. Mise à prix 75 000, 75 000 euros. Oui, pour les francophones. Pour les Français, voilà. 75 000 euros. Et on y allait à coût de 1 000 euros, comme ça. Et on était deux intéressés par le bien. Et je me souviens, à l'époque, pendant la vente aux enchères, moi, c'était la première fois, j'étais un peu stressé, mais je voulais la maison, tu vois. Et cette maison-là, on était deux à enchérir et le monsieur qui enchérissait était dans le fond de la salle. Entre lui et moi, il y avait un bébé qui pleurait. La dame était là avec un bébé. Ils attendaient pour d'autres biens. Et il avait un accent un peu slave. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une anecdote. On avance dans les enchères et puis j'annonce comme ça, enfin, le monsieur annonce 105. Tu sais, on monte à coup de 1 000 euros. Et moi, je comprends 120. Le bébé pousse un petit pleur à ce moment-là, 105, 120, son accent, le stress, va savoir, je comprends 120. Et moi, donc, j'annonce 121. Et au moment où j'achète, j'étais encore avec la maman de mon garçon, etc. Il n'était pas encore né d'ailleurs. Et je vois, elle me fait un petit coup de coude. Et je vois l'assistante du notaire qui est là et qui me regarde, genre, oh, il est chaud, lui. Et je comprends qu'il se passe un truc, mais je ne sais pas quoi. Et mon ex-homme, à l'époque, ma femme me regarde, me dit... T'es bête ou quoi? Et je dis, il se passe quoi là? Je fais. Et le notaire me dit, monsieur, vous étiez à 104 000. Monsieur annonce 105 et vous annoncez 121. 16 de plus. Ouais. Je dis, mais j'ai compris 120, je dis. Monsieur, il a un accent. Je dis, vous avez un accent? Il y a le bébé qui pleure, ça fait 20 minutes. Je dis, on s'entend plus ici. Et tu sais, je suis comme ça en mode, mais très naturel, très spontané. Et je dis, écoutez, c'est simple. Moi, mon budget, il est à 190, 190 000. Avec mon accent, on peut se le permettre, je dis. Donc, on va monter à coup de 1000. Et quand monsieur, il va arriver à 189, moi, je dirais 190, 191 000, je me lève, je prends ma veste et je suis parti. Et le notaire, il comprend qu'il y a un petit voilà, malentendu. Il me dit, mais vous dites combien alors? Je dis, si monsieur a dit 105, je dis 106 000. Ok, ça va, 106 000. Et il s'attendait à une surenchère de la part du gars. L'autre, il a compris que tu allais aller jusqu'à 190, exactement. Il a préféré s'arrêter tout de suite. Il a pris sa veste, il se lève, il se barre. Et j'ai eu une maison à Namur, 3 façades, 225 mètres carrés d'intérieur pour 106 000 euros. Incroyable. Mais des années plus tard, quand j'ai divorcé, quand je suis sur le point de mettre en place tout mon business, je vends ma maison que j'ai eue
pour une bouchée de pain, 106 000 € quand même, et je l'ai vendu du double du prix. Donc, ça a contribué, tu vois, pour répondre à ta question. Et cet argent-là, je l'ai réinvesti dans un bâtiment que j'ai acheté à Namur. Et au moment où je te parle, je l'ai mis en vente. On a 360 mètres carrés au sol. C'est vraiment un monstre de bâtiment. J'ai des bureaux pro, une villa avec plusieurs chambres, salle de bain, etc. Vraiment en classe. Mais c'est là où je donnais mes cours sur la fin. Ok. Ouais. Donc, en gros, ta fortune, tu l'as bâtie grâce à cette belle opération immobilière et surtout par un business de formation que tu as scalé en détenant toi-même les murs parce que tu as eu plusieurs bâtiments, il me semble, mais même dans plusieurs pays. Hein. Oui, à un moment donné, j'ai été propriétaire dans plusieurs pays, mais au moment où je te parle, je suis en train de tout vendre. Je ne garde plus que ce que j'ai ici en Thaïlande. On en a parlé cette semaine. C'est parti de là. Disons que le fait d'avoir une plus-value quand tu vas à un bâtiment te permet d'en racheter un qui est plus adapté pour certains projets. Et en 2019, je voulais un bâtiment où je pouvais vivre et à côté travailler sans faire rentrer des inconnus dans ton espace finalement privé. Et c'est ce que j'ai fait en achetant à Verlaine, donc en province de Liège, en Liège et Namur, en Belgique. Good. Ouais. Donc voilà l'origine de la fortune. Oui, disons que après coup, on a eu une période en 2020 où la planète a été confinée. Ouais. Et pendant ce confinement, au début du confinement, on est en février 2020. Le 27 février, je m'en souviendrai toute ma vie, chez Lidl, on avait apparemment la chance de continuer à travailler. Tu vois. Et je vais trouver un responsable, on était en réunion. Et ce jour-là, c'était un jour qui a été un jour charnière dans ma vie. On arrive en réunion. Et le boss est là en train de nous dire, voilà, on doit mettre de la pression sur les caissiers, il faut qu'ils viennent continuer à travailler, il faut que les magasins tournent. Tu sais, beaucoup de personnes avaient peur. On voyait à la télé des images avec plein de cercueils partout. Tu sais, ça, c'était... Les médias, quand ils veulent effrayer, ils y arrivent. Hein. Ouais. Et à un moment donné, moi, ça rentrait plus en corrélation avec ce que je vivais, parce que d'un côté, j'enseignais à des personnes à se libérer, je parlais de développement personnel, de méditation, et de l'autre côté, on me demandait de mettre de la pression à des caissières de 50 ans, pour qu'elles viennent continuer à travailler, et j'arrivais plus. Et au milieu de la réunion, je me lève, je dis, écoutez, je m'en vais, je pars. Je vais dans le couloir, le gars me suit, il me dit, ça va pas, t'es pas bien, on finira demain. Je dis, non, j'arrête, j'ai plus envie, j'arrête. Il dit, comment ça t'arrête? Je dis, mais j'arrête, c'est bon, j'ai plus envie, stop. J'arrête aujourd'hui. Je ne peux plus tolérer ce qu'on nous demande de faire là. Et il me dit, mais tu vas faire quoi? Tu vas vivre avec tes cailloux? Parce qu'il savait bien que je donnais des petites formations sur la lithothérapie, etc. Bon, voilà, et que j'en vendais un peu. Il dit, mais je vais faire quelque chose avec lequel je suis en accord. Et je suis parti. Et en Belgique, quand tu quittes un emploi, tu n'as pas de droits sociaux, tu n'as droit à rien. T'es fini, t'es une merde, quoi, tu vois. Et je me souviens être rentré chez moi dans une planète qui est confinée. Et je me suis dit, John, pas en mode je vais te faire une connerie, mais en mode t'as fait ce qu'il fallait. Ton cerveau a conscience qu'il n'y a plus de filet de sécurité. Et c'est là où, en fait, l'humain devient excellent. Parce que quand il n'y a plus de filet de sécurité, tu peux enfin te réaliser, tu vois. Et ce week-end-là, j'ai eu une idée. Cette idée, je l'ai mise en application et c'est 3 ans plus tard où elle me rapportait cette idée-là, précisément à 250 000 €. 3 ans plus tard. De lancer les formations sous un modèle un peu plus préenregistré, online, tu vois, le e-commerce. Parce que moi, à l'époque, quand je me suis lancé en 2020, je faisais des petites formations tout seul après journée, quoi, tu vois. Et c'était pas suffisant pour arriver à faire ce que j'ai fait. Il faut savoir que quand on a été confiné, j'ai beaucoup, et je vais mettre des guillemets, de personnes qui étaient concurrentes à mon business, qui ont mis la clé sous la porte aussi. J'ai été trouver ces personnes, je les ai contactées, je leur ai dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Pas pour moi, mais avec moi. Il y en a qui par ego m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit OK. Et 3 ans plus tard, j'ai engagé jusqu'à 27 personnes et on avait 5 succursales en Belgique. Et je remercie toutes ces personnes qui ont cru en moi, qui m'ont fait plaisir et qui ont finalement eu aussi les couilles de se lancer à 100%, parce que pour le faire, il faut lâcher un emploi. Et tu sais, c'était une période un peu délicate. Et avec le recul et le temps, c'est des personnes en fait que je remercie, mais que je félicite, parce qu'elles l'ont fait pour elles aussi, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec ces personnes et la vie est belle pour elles aussi. Il fallait y aller, quoi.
Juste un truc que je suis pas sûr d'avoir compris. Donc, tu avais 27 formateurs. Ils faisaient de la formation en présentiel ou vous faisiez en ligne? On faisait tout. Ah, vous C'était faisiez pas tout. que des formateurs, c'était des formations essentiellement. Il y en a qui donnaient des soins. Il faut savoir qu'à un moment donné, cette société enseignait la numérologie, la lithothérapie, l'hypnose, différentes sortes de massages, la kinésio. On enseignait la pédicure. Il y avait l'art-thérapie, il y avait les dessins, il y avait des activités pour les plus jeunes. On était dans la création de bougies artisanales. On a pété tous les murs. Et comment tu qualifies le nom de ce que tu faisais comme business? Centre de formation, du coup? La survie. Non. Oui, un centre de formation. Centre de formation, ok. Mais un centre de formation avec des services. Oui. Ouais. Comme je pense que ça devrait fonctionner avec des services. On vendait. Tu sais, au début, tu parles de pierre. Je reprends cet exemple. On parle de pierre. Alors, on n'adhère pas. Oui, c'est peut-être des conneries ou pas. Même si c'est qu'un effet de placebo. Au moment où ceci apporte du réconfort dans la vie de quelqu'un. Et je l'ai dit hier, on en parlait hier au restaurant. Ouais, je préfère en croire à la magie du Père Noël qui amène du réconfort dans la tête d'un gamin qu'à la science de la bombe nucléaire qui fait des victimes. Et finalement, si ça amène du réconfort, je préfère croire en ça. Tu vois, dans l'idée. Et quand tu enseignes ça, tu as toujours quelqu'un qui dit où est-ce qu'on peut trouver ça à un magasin? Alors, tu sais, quand c'est dans ta région, tu connais. Mais moi, j'avais des clients, ils venaient de Bruxelles, ils venaient de Mons, ils venaient d'Arlon, ils venaient un peu de France ou du Luxembourg. Tu sais, je connais pas. Donc, petit à petit, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes ton stock et tu les vends. Forcément, tu fais un petit bénéfice. On va pas se mentir. Et puis, tu te laisses prendre au jeu. Tu deviens grossiste. Tu commences à... Tu sais, je suis à un mariage une fois et j'entends une nana qui me dit « Ouais, j'étais avec une copine, on a fait une chasse au sextoy. » Chasse au sextoy, je connaissais pas, apparemment toi non plus. Elle m'explique, ouais, il y avait un grand champ, on devait creuser un petit peu, on découvrait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, et elle creusait, il y avait plein de nanas apparemment. C'est Pâques, mais avec des godes, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pas que des godes, peut-être des menottes ou des bazars. Si elle m'expliquait son bazar, tu vois. Des fois, on avait des petites cartes dans le votel là, bon, voilà. Et pendant qu'elle me parlait de ça, moi, j'imaginais à la place des sextoys des cailloux et à la place des nanas, des gamins. Et tu sais, comme quand c'est un peu Pâques et qu'on va chercher les œufs dans le... Chasse au trésor. Voilà. Et je dis, on va faire ça. Et tu as commencé... En fait, je souffre d'une maladie mentale qui est de toujours vouloir optimiser un business. C'est horrible, on en a parlé l'autre fois. Beaucoup d'entre nous l'ont. Hein. Oui, mais tu confirmes, on est malade. On est malade. On peut appeler ça une maladie. Tu vas voir un champ. Tu vas voir le gars, ou même un grand jardin. Tu vas voir le gars avec sa machine, là, en train de tondre sa pelouse. Tu vas voir que le jardin d'à côté, il y a 2 vieilles chèvres qui n'ont plus rien à manger. Au minimum, mon cerveau va dire, va trouver le voisin, dis-lui, mets les chèvres là. Et la pelouse, elle est tondue toute seule. En plus, la chèvre, elle va prendre les orties, elle va tout manger. Ça, c'est le minimum. Parce que le palier du dessus, c'est tu vas trouver le voisin et tu dis, hey, tes chèvres, elles n'ont rien à manger. Moi, pour 10 balles, je leur donne à manger. Tu les mets dans mon jardin. Ça, c'est le palier du dessous. Après, tu commences à monter, ça ne s'arrête jamais. C'est ça, cette maladie, tu vois. Et je pense que quelqu'un qui veut s'en sortir au jour d'aujourd'hui, s'il attend que l'État, peu importe le gouvernement dans lequel, l'État dans lequel il vit, s'il attend que le gouvernement le prenne en main pour qu'il s'en sorte, c'est mort, mon gars. Je te le dis, c'est mort. À un moment donné, c'est pas un système qui est mis en place pour nous élever, pour nous faire vivre, même être heureux. On reparlera peut-être du bonheur ou d'être heureux une autre fois. Mais ce qui est mis en place, c'est la suite logique de l'école. Tu vas 5 jours semaine, 8-10 heures par jour à un endroit, à l'école, pour plus tard aller 5 jours par semaine, 6, 7, 8, 10 heures par jour à un endroit, l'entreprise. Et il y a encore énormément d'individus sur cette terre qui estiment qu'échanger de leur liberté contre une sécurité sociale, ça vaut le coup. Sécurité sociale qui en Europe vaut plus grand-chose. C'est encore un autre débat. Et on en arrive à avoir un cerveau qui va toujours penser business. On est en train de boire le café ou le thé pendant les pauses, des petits mugs que j'avais fait avec le logo de la société. Et puis, je regarde que les gens, ils boivent leur café dans les mugs. Mais moi, les mugs avec les beaux logos, fleurs de vie ou des citations, ça ne se vend pas. Je dégage tous les mugs et je déballe les nouveaux et je les fais boire dedans. Et mon chiffre d'affaires a augmenté parce qu'en fait, on vendait plein des mugs. Ils l'ont toute la journée, tu sais, toute la journée, tu as ton mug. Oh, il est sympa. Ah, j'aime bien la forme. Ah, j'aime bien le logo. J'aime bien la couleur. Et t'en vends. Et en fait, c'est ça. Tu ne deviens pas millionnaire, c'est un bien grand mot, mais tu ne t'enrichis pas
si tu ne mets pas en place des actions pour y arriver. Bien sûr. Et la plupart du temps, et c'est une conversation qu'on a maintenant, mais c'est quelque chose où je sais que tu es en accord, les gens, ils vont à l'école, ils ont 18, 20, 21, 22 ans, ils sortent de l'école, 25 ans, allez, ils arrêtent de se former. Alors qu'en fait, après, il y a une continuité. Tu peux suivre des formations, tu peux aller te former à travers de la lecture en ouvrant des bouquins. On parlait d'éducation tout à l'heure. Ma mère, elle m'a pas éduqué. Timothy Ferris m'a éduqué avec la semaine des 4 heures. Robert Kiyosaki m'a éduqué, Père riche, Père pauvre. Olivier Roland m'a éduqué avec tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Eux m'ont éduqué. Coelho aussi m'a éduqué. Ils sont beaucoup à Gounel, etc. Eux, ils m'ont éduqué. Ils ont participé à mon éducation. Et pour moi, la vraie éducation, la vraie richesse, elle est là. Tu dois toi-même te dire, est-ce que je vis bien? Oui ou non? Non, il y a quelque chose qui me va pas. Je suis dans une zone de confort, mais elle est dégueulasse, c'est une prison. Je veux en sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Augmenter mes connaissances. Tu vois, parce que souvent on dira, t'as réussi, t'as eu de la chance. Moi, de la chance? Tu veux qu'on parle de mon enfance? Vraiment? Mais tu vas chialer. J'ai plus de cicatrices que de souvenirs agréables de mon enfance. Tu vois? Non, la chance n'a rien à voir là-dedans. Il faut se prendre en main. Il faut décider de se dire, j'arrête de subir ça parce que je ne le tolère plus. Et à ce moment-là, quand un individu a pris une décision, théoriquement, sa vie, elle change. Tu vois? Sinon, il n'a pas pris une décision. Se former et passer à l'action, clairement, à mettre des choses en place. On est d'accord. Ouais. Du coup, ça nous emmène au deuxième sujet que je voudrais traiter dans ce podcast, c'est le déclic expatriation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un jour tu t'es dit la Belgique, c'est plus pour moi, je voudrais aller voir ce qui se passe ailleurs? Très bien. Quand tu as une société et que tout tourne en automatique, moi, dans mon cas, j'ai été pris d'un mal-être, un mal-être profond, parce que j'avais atteint mon objectif de me libérer finalement de mes chaînes, tu vois. Et j'ai commencé à me dire, bon, je tourne en rond. Alors, j'ai commencé à voyager. Et le voyage m'a ouvert à une autre dimension, de nouvelles cultures, de nouveaux univers. Et de fil en aiguille, je me dis, il y a bien mieux que la Belgique. Parce que tu sais, précarité, j'allais pas souvent en vacances. Tu n'avais pas beaucoup voyagé avant? Non, pas beaucoup. Ça, c'est à partir de quelle année à peu près que tu commences à voyager? C'était il y a pas si longtemps, en 2022. Ok. Ah oui, moi je me suis libéré très récemment, tu vois. Et je commence à faire pas mal de pays, j'en ai fait 22 au total. Ok. Et quand tu rentres en Belgique, tu te rends compte qu'en fait tout est gris. Le ciel, les bâtiments, le sol, les gens sont aigris. Tu vois le délire, hein? Et en plus, tu as l'impôt là, qui arrive. Et je devais rendre 98 000 € d'impôt en plus de toutes les charges qui étaient déjà payées. Enfin, j'y arrivais plus avec la société. J'ai payé ça, je me suis dit, c'est la dernière fois. Et avec tout ce que j'avais vu dans ma vie, grâce au voyage en moins de 2 ans, en moins d'1 an et demi, je me suis dit, je vais partir et j'ai envie d'aller m'expatrier, mais alors en Thaïlande. Parce que la Thaïlande cochait énormément de cases et je me suis retrouvé bien. C'était ma question là. Pourquoi la Thaïlande? Quels étaient les critères pour toi que ça cochait justement? On peut justement y aller. Déjà en un, c'est la sécurité, le civisme, le climat, le coût de la vie. Les filles également, je ne le cache pas, mais déjà ce sont 5 éléments majeurs qui font que tu as envie d'aller vivre dans un endroit. Quand tu sors à 2h du matin et que tu es tout en mode sécurité, je ne risque rien, et que dans un autre pays à 14-15 heures, il y a des endroits où tu sais que tu ne dois pas passer, pour moi c'est pas normal. Le civisme, ça fait beaucoup. Tous ces ingrédients ont fait que finalement, pour moi, l'Asie du Sud-Est cochait beaucoup de ces cases. J'avais vu une vidéo de toi où tu disais que tu parlais de Dubaï et tu parlais de la sécurité à Dubaï et tu la mettais en corrélation avec la sécurité même ici en Asie du Sud-Est. Et tu disais, mais à Dubaï, on se sent en sécurité parce qu'on a un État qui fait en sorte qu'on est en sécurité. Tu te souviens de quoi je parle? C'est les caméras, cette présence, et puis on sait que c'est extrêmement strict. Ouais. Ici, on se sent en sécurité parce que c'est le civisme, en fait, j'ai l'impression. Ouais. La culture fait qu'on y est bien. C'est plus la culture que le fait qu'il y ait une autorité dure, en fait. Voilà. Et est-ce que tu avais d'autres idées de pays dans lesquels tu aurais pu t'expatrier si ça n'avait pas été la Thaïlande ou pas? L'Indonésie. T'as hésité? L'Indonésie. J'ai été en Indonésie. J'ai vu Bali, j'adorais Bali, Ubud, etc., Sanur, Kuta, etc. J'ai vu, c'est beau. Mais l'hésitation, elle est impossible parce que quand tu goûtes à la Thaïlande, tu ne sais plus hésiter avec autre chose. Un jour, tu finiras en Thaïlande, tu vas voir. C'est possible. On finira tous en Thaïlande. C'est comme le dit Marc. Comme le dit Marc, ouais. Et du coup, en Thaïlande, donc là, on est à Pattaya. C'est là où tu as décidé de t'établir. Est-ce que tu as hésité au départ? Tu as essayé de vivre ailleurs? J'ai beaucoup voyagé en Thaïlande. Je me suis installé un peu à Chiang Mai, donc dans le nord-ouest.
Récemment, j'étais en Isan aussi pour continuer à découvrir la Thaïlande. J'ai vécu à Bangkok, j'avais un appart là-bas. J'ai commencé par Phuket, il faut le savoir. J'ai fait Krabi. J'ai fait quand même quelques grosses provinces en Thaïlande. Mais pour moi, Pattaya vient cocher davantage de cases. On n'est pas loin de Bangkok. Quand on a besoin d'aller à Bangkok, 1h15, 1h30, on y est assez vite. Ouais. Les aéroports sont pas loin non plus, au niveau international. On a tout ce qu'il faut. Tu sais, j'ai essayé Hua-Hin. Hua-Hin, de mon point de vue, c'est un EHPAD à ciel ouvert. J'ai beaucoup de respect pour la ville de Hua-Hin, des gens qui habitent à 100 ans, mais c'est trop calme pour moi. Moi, j'habite pas vraiment à Pattaya, j'habite à Pratamnak. Juste à côté. Je suis à 7 minutes de Pattaya, donc quand j'ai envie d'aller dans, on va dire, un bordel, j'y suis. Quand j'ai envie d'aller dans un centre commercial, j'y suis. Mais si j'ai pas envie, je suis en retrait. Je vois la mer depuis mon appartement. Je marche 5 minutes, je suis à la plage et j'ai tout. Marc a l'habitude de dire j'habite dans les Champs-Élysées, en fait, de Pattaya, parce que c'est vrai que dans la rue, il y a de tout et tout y est très bien. Et ça fait combien de temps au total que tu es en Thaïlande maintenant, au moment où on fait cette vidéo? Au moment où on fait cette vidéo, je me suis expatrié il y a plus d'1 an maintenant. Mais je connaissais donc déjà la Thaïlande de par mes premiers voyages. En 2023, j'ai découvert la Thaïlande, en février 2023. Mais là, ça fait 1 an vraiment que tu vis ici. C'est ça. Dans les critères qui ont fait que tu as choisi la Thaïlande, il y avait le fait que ça soit assez économique de vivre ici, bien que c'est pas mal augmenté quand même sur les dernières années, je trouve. Oui, il paraît. Ah oui, parce que toi, ça fait qu'1 an. Ouais, moi, je peux comparer avec il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, effectivement, ça a énormément augmenté. Mais ça reste toujours très abordable. Et justement, la question que j'ai pour toi, c'est quoi un peu le coût de la vie ici? Qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait comme budget pour vivre dans cette ville ici? Pas Bangkok ou pas une autre, mais Pratumnak, Pattaya. Alors, moi, je trouve que le coût de la vie est très bas. Souviens-toi que tu parles d'un ancien pauvre. Je connais vraiment la valeur de la ferraille. Je marche, je vois une pièce de A à baht, je la ramasse. Pareil, par respect pour l'argent. Si tu la ramasses pas, ça veut dire que tu tournes le dos à l'argent et ça te portera malheur. Exactement. Moi, je ramasse vraiment la pièce. Je fais pas des dépenses inutiles. J'ai des vêtements, des fois, ils sont troués, je les conserve. Ça peut paraître un peu Marc sort de ce corps. Mais on a un mode de vie minimaliste, Marc et moi, qu'on partage et peut-être même avec d'autres. Parce qu'on connaît la valeur de l'argent et c'est pas parce qu'on en a qu'on doit le dépenser, le brûler. Le coût de la vie, il est très intéressant aussi à Pratamnak. Je vis entre 800 € et 1000 € par mois. Des fois, j'atteins même pas les 1000 €. Je peux me faire plaisir, je peux dépasser beaucoup plus. Oui. Tu es propriétaire de ton logement, par contre, il faut le préciser. Si tu avais un loyer, il faudrait compter peut-être 300 à 500 de plus. Je louais à Bangkok, à Bangkapilat Prao, un appartement pour 125 € par mois. Ok. J'ai un pote qui loue à Jomtien Sud, Waco, il loue pour 200 € par mois. Il a une belle vue mer, j'ai vu. Tu as vu la vidéo? Ouais. Donc, je pense qu'à un moment donné, le loyer ici en Thaïlande, en tout cas à Pattaya, il est très accessible, il est très bas et le coût de la vie, donc, il est réduit. Tu peux manger des bons plats pour pas cher. On l'a vu hier, On a été hier dans un resto italien tenu par des Thaïs. On peut leur faire de la pub parce que c'était sympa. C'est pas un grand restaurant, grande classe, mais dans l'assiette, c'était bon. Mama Pasta 2. Mama Pasta 2 et le plat était vraiment très très bon. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Et ça étonné. Pas cher. Je crois qu'on a payé, c'était même pas 5 balles le plat, 5 € le plat. Hein. Ouais, on n'est pas à 5 € le plat avec la petite boisson. Bon, après, nous, on prend d'alcool, on boit de l'eau. Mais je pense que ça doit pas jouer beaucoup plus non plus si tu prends un alcool. Donc, on a vraiment beaucoup de commerce avec un coût de la vie qui est bas, des dépenses qui sont faibles aussi. On peut être transporté d'un point A à point B pour l'équivalent d'1 ou 2 € grand max. Pour moi, j'aime beaucoup ce mode de vie. Et en plus de ça, on est à la plage. On a le soleil. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je voudrais juste rectifier un truc quand je dis c'est plus cher qu'il y a 8 ans. Je crois que surtout ce qui a augmenté, c'est les hôtels et tout ce qui est un peu luxe en fait. Ça a vraiment grimpé en prix. Je pense que les trucs un peu locaux, c'est resté sensiblement pareil. Alors, il y a eu de l'inflation sûrement un peu, mais c'est pas du double ou du triple comme ça peut être pour certains hôtels. Tu vois, j'ai regardé mes réservations Booking d'il y a 8 ans. Ça fait peur pour les mêmes hôtels aujourd'hui. Ouais, c'est du 2-3 fois la différence. Donc, c'est là-dessus que ça a changé, je pense. On l'a démontré, on peut vivre ici en Thaïlande avec un petit budget. Je suis pas en train de dire venez avec un petit budget parce qu'il faut prévoir un tas de choses, mais tu vas au central Pattaya à Bangkok, tu as des plats à partir de 17 bahts, donc moins de 50 centimes d'euros. Tu vas à Chiang Mai au Sambat Noodle, Sam qui veut dire 3 en thaïlandais, tu as des bols de nouilles à 3 bahts.
c'est 0,08 euros, 8 centimes d'euros, 3 bahts. C'est incroyable. Donc, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire forcément des repas cheap, hein, on va pas se mentir. Ce sera peut-être pas les meilleurs. Ça sera pas sûrement bon pour votre santé sur le long terme. Voilà. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à tout, mais on peut vite... En tout cas, quelqu'un qui en pourrait plus du pays dans lequel il se trouve, qui n'aurait pas un énorme budget et qui voudrait vraiment prendre l'air, il vient ici, il peut s'en sortir pour pas tant que ça. Bien sûr. Toute l'Asie, finalement, de manière générale, coûte pas cher. En Europe, on surpaye, je pense, pas qu'en Europe, des produits et des services. C'est trop cher. Comment ça se fait que le pad thai ici, tu vas le payer, je sais pas, 3 euros? Il est ici, il est fait avec des bons aliments naturels, et qu'en Belgique, tu vas le payer 30 euros. Tu payes 81% d'impôts de partout, de charges salariales, charges sociales, de tout, que tu paierais peut-être pas ici. Communauté française, puisque là, tu vois, à chaque fois que je viens ici, c'est vrai que j'ai tout un petit groupe d'amis avec Marc, Gaël, etc. Toi maintenant. Et du coup, est-ce que tu trouves ça sympa? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui fait peur aux gens d'aller à l'autre bout du monde, peut-être de ne pas retrouver des amis, etc. Je trouve que ça coche bien cette case ici, non? Oui, ça coche bien cette case, mais maintenant, je ne sais pas répondre de manière vraiment neutre à cette question parce que j'ai une chaîne YouTube. Et donc, j'ai beaucoup d'abonnés qui me contactent, qui me reconnaissent. C'est vrai. Ah, c'est le Belge. Ah, c'est Jonah Thaïlande. Ah, ça arrive plein de fois. Ça aide. On y était d'ailleurs. On se baladait l'autre soir. Il y a un gars qui s'arrête en scooter. Oh, Marc. Oh, Jonah. Et toi, il t'a même pas calculé. Non, mais parce que vous êtes local ici, vous faites les vidéos ici. Je l'ai souligné d'ailleurs. Et en fait, c'est ça. Ces gens s'attendent à nous voir à ici. cet endroit-là, puisque vous faites vos vidéos ici, vous vivez ici, donc forcément vous êtes dans votre biotope. Voilà. Si tu mets Marc, moi et toi au Panama, les gens vont s'arrêter. Oh Julien, alors que Marc et moi on est incognito là-bas, tu vois, dans l'idée. Mais du coup, j'ai pas un impact de je manque de contact. Au contraire, limite, tu dois être assez sollicité en tant que YouTuber. J'ai beaucoup de sollicitations. J'essaye toujours de répondre de manière favorable parce que ça me tient à cœur. J'aime bien découvrir d'autres univers. Mais j'ai pas cette souffrance-là, comme des fois des abonnés viennent vers moi en me disant « je souffre, je me sens seul ». Ici, en Thaïlande? Oui, ça m'est arrivé. Quand je passais mon permis moto, Mickaël, que j'ai rencontré, m'a dit « écoute, je me sens seul ». Je dis, écoute, prends mon contact, si tu veux, on échange, il n'y a pas de souci. Je peux te mettre en relation. De toute façon, à partir du moment, ça c'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner à ceux qui nous regardent, qui seraient dans cette situation-là, à partir du moment où tu rencontres un Français et tu en rencontres deux, c'est à chaque fois comme ça, c'est des groupes d'amis. Et également, ce que peuvent faire les gens, c'est tout simplement d'aller sur les groupes Facebook de Français à Panama, à Pattaya, à n'importe quelle ville dans le monde. Et je pense qu'à partir du moment où, comme je viens de le dire, tu rencontres un ou deux Français, ça s'étend assez rapidement, ça se propage. Effectivement. Moi, j'ai des abonnés qui m'ont rencontré. Je pense par exemple à Fred et Flo, ils ne se connaissaient pas. J'ai présenté Fred à Flo et peu après, ils ont bien matché. Ils ont même été à Wayne ensemble. Enfin, tu vois, ils ont fait un petit moment ensemble. Et c'est ça qui est beau finalement. Tu fais des présentations. Des mises en relation. Mais c'est peut-être aussi le profil, ils sont peut-être très introvertis parce que ça me paraît difficile de ne pas rencontrer des potes ici. On est d'accord. Je pense que certains sont aussi... à se dire, je quitte l'Europe, je veux plus cette mentalité. Aussi, Donc, ils se mettent peut-être, tu vois, des barrières en disant, j'ai plus envie de retrouver ça. Mais on oublie qu'ici, à l'étranger, beaucoup ont fui cette mentale et donc on a un peu le même mindset. Tu vois? Oui, j'ai du mal à me retrouver quand je parle à un Français qui est en France. Par contre, un Français à l'étranger, on a des points en commun et c'est assez facile. Et justement, là, on parle du fait d'avoir des amis de là où on vient. Bon, là, je dis français ou des Belges ou peu importe, des francophones. Avec la communauté donc locale, les Thaïs, est-ce que tu as réussi à tisser des amitiés en un an ou pas? Oui. À savoir que ce qui joue en ma faveur, c'est que je parle thaïlandais. Tu m'as déjà entendu parler. Et il parle très bien. Là, pour le coup, je pense que t'es l'expat qui parle le mieux thaï que j'ai vu en Thaïlande dans mon cercle que je connais de personnes. Je l'ai étudié. À un moment donné, j'étais à 5 heures d'études par jour. Ça a duré 3 mois. Donc vraiment, forcément. Non, il a un vrai level. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'expats qui peuvent faire quelques phrases, commander des trucs, toi, tu peux parler pendant 10 minutes avec quelqu'un. Oui, d'ailleurs, ça avait surpris Marc et un pote qu'on a en commun qui s'appelle également Julia. On parlait avec une dame plus d'un quart d'heure. Après un quart d'heure en thaïlandais. Après un quart d'heure, elle est partie. Elle est revenue.
Et Marc le disait, hein, elle m'a montré sur son téléphone le profil de sa fille. Elle m'a dit, si tu veux, elle est célibataire, je te la présente. Parce qu'elle était contente d'avoir trouvé le Fanning qui parlait bien le Tailordé, qui s'était intégré. Donc ça t'aide vraiment dans tes relations et ça te permet d'avoir une vraie relation. T'as des amis ou pas? J'ai des amis thaïlandais, okay. oui. J'en ai qui prennent souvent contact avec moi. On se voit de temps en temps. D'autres, ils sont un peu loin parce que la Thaïlande, c'est très grand. On échange par-ci, par-là. Et ça m'aide vraiment au quotidien, on peut le dire. Si on veut vraiment s'intégrer dans un environnement, pour moi, l'idéal, c'est d'apprendre la langue et d'être à l'aise aussi avec la culture de manière générale, le respect. Passons au sujet suivant, qui est assez croustillant. Les femmes. Oui. S'il n'y avait pas de femmes à Pattaya, est-ce que tu serais là? C'est pas mon point numéro 1 pour venir à Pattaya. Bon. Je l'ai dit, sécurité, civisme, climat, coût de la vie, les femmes. On est quand même dans le top 5. Moi, je voyage pas pour rencontrer des femmes, mais quand je voyage, j'en rencontre et forcément, je vais pas me priver. Ce serait stupide. Est-ce que c'est vrai la réputation de Pattaya? Est-ce que c'est un des endroits où il y a le plus de femmes sur Terre? Ou de femmes disponibles, on va dire? Il y a entre 17 000 et 20 000 femmes qui travaillent dans les bars, qui sont en tout cas répertoriées à Pattaya. Chiffre à vérifier. Moi, je pense qu'il y en a le double ou le triple. Hein. On est bien d'accord. C'est une ville qui a une réputation sulfureuse. C'est une ville où on peut trouver de tout. On peut avoir beaucoup d'excès, mais on peut aussi ne pas aller à la rencontre. Il y a des gens qui viennent en famille en vacances. Et tout se passe très bien. En vrai, c'est assez quadrillé, hein, les rues où il y a ça. Ouais, c'est quadrillé, oui et non. Je retire peut-être ce que je viens de dire. Il y en a un petit peu de partout. Mais bon, on va dire qu'il y a des rues où c'est très visible, les Walking Street, etc. On est d'accord. Soi Buakhao, c'est ça? Soi Buakhao, Soi 6. Et Soi 6. Là, c'est vraiment les centres névralgiques. Et après, le reste, c'est plutôt des centres de massage où tu pourrais passer avec ton fils devant. Voilà, il n'y a rien de choquant. Ouais, donc la réputation est vraie. La réputation est vraie, mais il faut savoir que tu trouves ça partout sur la planète. J'étais en Nissan, moi. Donc... Oh, tu trouves ça partout sur la planète? Tu trouves quand même... Des rues comme ça? Non. Autant de filles partout qui sont prêtes à t'arracher ton t-shirt? Tu trouves ça à Paris? Tu trouves ça à Liège? Non, tu trouves pas ça là. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai voulu dire, où tu trouves ça partout, c'est plus des filles qui proposent de minuter leur corps en échange de quelques billets. Oui, c'est le plus vieux métier du monde et c'est absolument partout dans le monde. Après, c'est plus ou moins accessible suivant le monde et l'offre est plus ou moins intéressante suivant le monde. C'est ça. De mon point de vue, la Thaïlande, parce qu'on ne trouve pas ça qu'à Pattaya, il y a ça à Phuket, à Bangkok, à Chiang Mai. J'ai été en Nissan, c'est la région un peu reculée de la Thaïlande. Elles viennent toutes de là. D'ailleurs, elles viennent toutes d'Isan, ou presque toutes, hein, tu vois. Donc, et j'en ai trouvé là-bas. Ne me dites pas, ouais, mais John, Pattaya, c'est pas la Thaïlande. J'étais en Nissan. J'y étais, je les ai vus. J'ai des noms, j'ai des contacts, j'ai des rues. Donc, il a les noms. Oui, ils sont pas beaucoup, mais je les ai vus. Mais la Thaïlande, pour moi, elle a enlevé le côté hypocrisie. On est une femme, on veut tarifer nos services d'une manière ou d'une autre. Pourquoi d'ailleurs la femme va se mettre en relation avec un homme? La plupart du temps, si pas tout le temps, c'est pour aussi penser construire son avenir. D'accord? Alors il y a des fois les sentiments, les émotions. Je suis pas en train de remettre ça en cause. Et d'ailleurs, j'aurai une anecdote bien croustillante dans quelques instants. Mais de manière générale, en Europe, quand tu arrives à rencontrer une nana, tu la sors, tu payes le café, tu payes le resto, tu vas payer le ciné, etc. Et puis quand tu es en couple, tu payes le loyer, tu payes les vacances, tu payes, je sais pas moi, la nourriture, les vêtements, les assurances, etc. Ta femme, elle est entretenue. Eh bien ici, comme je l'ai vu dans un film il y a pas longtemps, Lady Bar, tu donnes pas les fleurs à la femme, tu donnes l'argent des fleurs et elle en fait ce qu'elle veut. Tu vois? Et pour moi, on enlève le côté hypocrisie. Et la femme, elle dit ici, oui, effectivement, on travaille avec toutes les parties de notre corps. Toi, tu travailles avec tes mains ou ton cerveau. Le maçon, il travaille avec son dos, ses bras. Et elle va travailler avec d'autres parties de son corps. Oui. Et c'est décomplexé. C'est vrai que ça fait partie des rares pays sur cette planète où c'est aussi décomplexé. Enfin, je crois que j'en connais pas. J'en connais pas d'autres. Pour moi, il n'y a pas d'autre équivalent, mais il faut savoir une chose. Des fois, on me dit, oui, mais tu n'arrives pas à rentrer vraiment en contact avec la femme, sa sincérité. J'en fais le témoignage. Je te l'ai montré, en tout cas, je peux vous le montrer. J'ai une nana que j'ai l'habitude de voir qui m'a dit récemment, dorénavant, toi, tu ne me payes plus. Quand tu veux me voir, tu m'écris, je viens te voir. On passe la soirée ou la nuit ensemble. Pourtant, c'est une fille de bar. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'en fait, à travers les relations, parce que souvent on nous voit comme des animaux en train de se jeter sur des petites nanas, pas du tout. Des fois, les nanas sont pas si jeunes que ça. Et puis, il y a une humanité derrière. Moi, j'aime bien discuter avec la fille, j'aime bien de la revoir, j'aime bien de rigoler avec elle, je m'intéresse à elle. Et pour que certaines, parce que c'est pas la première, arrivent à me dire, écoute, Jonah, c'est fini, on ne t'arrive plus nos services entre nous, ça me fait plaisir.
c'est que vraiment, d'un côté humain, j'ai réussi à la toucher. Ouais. Tu vois? Et je pense que ça, c'est vraiment accessible si et seulement si on s'investit dans ce qu'on fait vraiment, dans l'action. Tu mets toute ton âme, quoi. C'est important. Alors, toutes ne sont pas gratuites. Sur les 1 000 € que tu dépenses par mois, quel est ton budget gourgandine? On rentre dans les questions un peu épicées. Écoute, de manière générale, tu peux obtenir des rapports tarifés avec une femme ici à Pattaya. Ça va commencer, je te le mets en euros, tu pourrais pour une quinzaine d'euros commencer à avoir des rapports tarifés, c'est-à-dire une bonne heure. On ne regarde pas vraiment le temps qui passe. Et ça peut monter des fois beaucoup plus. Un ami m'a dit qu'il avait passé la nuit pour 250 € et je valide parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà payé beaucoup plus. Mais ce sont des délires que je me tape. Mais de manière générale, voilà, 15 €, tu peux commencer à avoir un rapport sexuel. Et c'est bizarre parce que on a toujours l'impression que l'homme vient chercher ici le rapport sexuel. Et j'ai l'impression des fois qu'il vient chercher autre chose. Il vient chercher la relation, le sentiment, la douceur, l'écoute. Et pas que du sexe, en fait. Ouais. C'est même secondaire, des fois, le sexe. Il y a eu pas mal de reportages ou même de livres qui ont été faits en interrogeant des prostituées qui disaient que la plupart des hommes, ils venaient se confesser, ils venaient parler plutôt au-delà de la relation sexuelle. Il y en a qui ne couchaient même pas avec les prostituées. Bien sûr, ouais. T'es passé à droite, à gauche, mais t'as pas répondu. Combien sur les 1 000 € tu dépenses? Je dois faire un petit calcul, je vais le faire rapidement. Admettons que tu vois même une fille un jour sur 3, les 2 fois semaine, et que ça te coûte l'équivalent d'une vingtaine d'euros. Ça te fait donc 40 € par semaine. Tu multiplies par 4 et tu arrives donc à 160 € par semaine. Par mois, tu veux dire? Par mois, excuse-moi, merci de me reprendre. 160 € par mois. Alors après, là, c'est vraiment quand tu es déjà ici, que tu as tes marques et tout. Voilà. Je pense que quelqu'un qui vient comme un touriste, ça serait très difficile d'avoir ces prix-là quand même. Si tu viens, que tu sors dans des gogos et que tu dis, si tu vas sur la Walking Street, et que tu vas payer c'est plutôt 250. L'amende de bar fine, là, tu vois, pour sortir la fille, tu perds le buy fine, tu vas payer peut-être, je sais pas, 50, 80 € de bar fine. La fille, tu vas la payer. Tu peux vite péter le budget. Ouais. Donc, je pense que quand tu viens ici, que tu t'installes, il faut aussi un peu vivre comme un local. C'est ce que je dis toujours. Il y a des applis de rencontre, il y a des endroits où on peut rencontrer des filles très bien, même si une fois de temps en temps, elles tarifent leur service et qui vont pas te demander grand-chose, parce qu'elles aussi, elles en souffrent. Hein. Mm-hmm. Tu sais, tu as des filles dans les rues et dans les bars, elles savent plus si elles aiment, elles savent pas, si elles font semblant. Même elles sont un peu perdues. Moi, elles me le disent, tu crois qu'on fait ça toutes par amour? Il y en a qui aiment ça, hein. Il y en a qui prennent plaisir, mais il y en a... elles savent plus trop. Elles ont fait ça parce qu'elles avaient besoin de sous. Puis elles ont une situation, mais elles continuent à faire ça. C'est une habitude. Ça arrondit un peu les fins de mois. C'est très particulier, cette vie ici. D'ailleurs, j'aimerais rebondir sur quels sont pour toi les inconvénients de vivre à Pattaya. On va dire, là, on a dit quand même des points qui étaient positifs, comme tu as dit, la sécurité, le coût de la vie, le fait que les gens se tiennent bien, etc. Les femmes, la cerise sur le gâteau, on va dire. Qu'est-ce que tu verrais un petit peu comme point négatif, ou même si tu veux pas le formuler négativement, la phrase que j'aime bien faire, c'est si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ici? Disons que quelqu'un qui arrive ici à Pattaya, s'il n'a pas l'habitude, déjà il parle pas thaïlandais, etc., et qu'il se met en tête, je vais trouver l'âme sœur, je vais trouver l'amour, il pourrait vraiment avoir beaucoup de difficultés. Se faire plumer surtout. Les histoires elles sont interminables. Ouais. Et ça pourrait être ça une difficulté majeure. Okay. Mais de mon point de vue, ça s'applique à beaucoup d'endroits, pas qu'à Pattaya. Il y a également pas mal de touristes de manière générale parce que c'est une ville très touristique. Et des fois, on peut avoir envie de s'isoler. C'est pour ça que tu vas du côté Jomtien, Pratamnak, tu es un peu plus à l'écart. Pour moi, c'est les 2 points les moins agréables quand tu arrives à Pattaya. Au moment où je parle, j'en vois pas d'autres. Le chaos, un petit peu aussi. Moi ça m'agresse un petit peu, sincèrement. Ouais. C'est le bazar, il y en a de partout. On trouve de tout constamment à tout moment. Ouais. C'est vrai que ça peut paraître particulier. Il y a une énergie particulière. Hein, c'est particulier. En venant de Panama, qui est une ville extrêmement calme, t'arrives ici, ça... Ah oui, ici, ça bouge de tous les côtés. T'as un gars qui passe avec sa guitare, t'as un gars déguisé dans un grand lapin qui passe, t'as 3 nanas qui te font des sourires. Et massage. Ouais, tu connais, hein. Je pense que j'ai fini par m'y habituer et que pour moi, c'est moins chaotique ici qu'à Bangkok. Oui, quand même, un petit peu moins. Mais ça reste quand même, à l'échelle mondiale, ça reste quand même du chaos, ça bouge de partout quand même.
Tu viens de parler de Pattaya, Jomtien, Pratumnak. Rapidement, on peut faire un petit point. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui serait intéressé par le fait de venir à Pattaya? Est-ce que ça serait de vivre à Pattaya ou de vivre à Pratumnak, Jomtien? Moi, je suis vraiment très partagé. Alors, j'aime bien cette ville. Je suis venu plusieurs fois. J'ai mes copains ici maintenant et tout. J'ai l'impression que le centre de l'action, il est quand même autour du Central, du Hilton, là sur Pattaya. Donc, c'est là où je voudrais être, mais c'est un peu trop le bordel, il y a trop de bruit, etc. Exactement. Et donc, j'aimerais mieux être là-bas, mais ça me fait chier de prendre le taxi. Donc, qu'est-ce que tu conseilles, toi, maintenant que tu vis ici? Moi, mon secret, je l'ai fait, je suis à 6-7 minutes du centre. OK. Donc, 6-7 minutes. Mais ça t'oblige à faire un petit trajet à chaque fois, quoi. Oui, t'es pas au cœur de l'action, ça te va? Parce que dans le cœur de l'action, ça veut dire que des fois, quand tu veux du repos, tu ne l'as pas. Parce que ça bouge toujours, c'est bruyant. Alors que là où je me trouve, j'ai le choix. Et pour moi, le choix, c'est une liberté incroyable et ça n'a pas de prix. Si je veux être au calme, je reste où je suis. Si je veux aller au cœur de l'action, je prends la moto et 6 minutes plus tard, je suis au cœur de l'action. Et puis après de là, tu marches, tu as vu, on est à 2-3 rues de tout. Mais Pratumnak aussi, vous avez l'avantage d'avoir des plages qui sont réellement... la plage de Pattaya, elle est pas belle. Et la blague, souvent, c'est « Ah bon, il y a une plage à Pattaya ?» Mais c'est vrai que vous avez les beach clubs, etc., Jomtien, qui sont vraiment agréables. Et ça se développe un petit peu dernièrement. J'ai l'impression quand même qu'il commence à y avoir un peu plus de restos, etc. Oui. Ça manque peut-être encore. Tu vois, au Central, tu as le supermarché, là, le Tops. Ça manque un peu de haut de gamme là-bas. C'est un petit peu plus en dessous en gamme peut-être. Mais ça va venir peut-être avec le temps. Disons que le confinement a fait beaucoup de ravages et l'Asie a eu beaucoup de difficultés à se relever, en tout cas en Thaïlande, par rapport à ça. Et on est ici en 2025 et voilà très récemment que l'Asie, la Thaïlande en tout cas, se relève de ça. J'ai vu des commerces fermés, des bâtiments abandonnés à cause de ça. Et certains de ces bâtiments sont en train d'être achetés, rénovés. Ça a pris beaucoup plus de temps ici en Asie qu'en Occident pour se relever. Et je pense que d'ici encore quelques années, la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est, qui ne fait que s'élever, va continuer à vraiment exploser. Ouais, vraiment. Alors, tu as l'air très confiant sur le développement de l'Asie. Par contre, j'ai vu quand même un mouvement dernièrement de gens qui quittent un peu la Thaïlande. Il me semble que c'est moins 5% de tourisme sur la Thaïlande. Il y a pas mal de vidéos, dont une que j'ai regardée hier, d'un type qui dit, voilà, peut-être que le surtourisme en Thaïlande, ça a fait un peu de ravage et que maintenant, certains vont aller ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai traité le sujet dans une vidéo qui n'est pas encore sortie sur ma chaîne, mais en vrai, il faut comprendre pourquoi les gens partent. Alors, la Thaïlande a mis des lois en place qui desservent certains aussi par rapport à la fiscalité. D'autres sont assez changeants. Ça, c'est un des bémols que j'ai remarqué sur la Thaïlande. Si on peut ajouter des points négatifs, c'est un peu ce côté, ils font un pas en avant, un pas en arrière. Bon, ils sont rapides par contre, quand ils voient que c'est trop négatif, ils reviennent, ils sont intelligents quand même, mais ça rend pas serein, on va dire, dans une expatriation. Voilà, ça peut jouer. Maintenant, on a les pays autour qui ont fait des efforts. Aussi. Il y a des visas qui sont délivrés d'une certaine manière qui n'existaient pas avant. Il y a des pays autour qui aussi montent en termes infrastructure et confort dans certaines zones. Et donc, forcément, on a envie d'y aller, d'aller un peu découvrir. Et moi, de mon point de vue, ok, les gars, quitter la Thaïlande, je veux bien la garder pour moi tout seul. Donc toi, ça te va bien. Ah oui, elles sont 20 000, je ferai le tour. Donc tout à l'heure, j'ai dit que tu étais propriétaire de ton appartement. Et tu as fait une vidéo d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller voir avec Marc où tu visites le premier appartement que tu as acheté ici. J'ai été étonné du prix, 20 000 €. Et souvent, j'imagine dans la pensée collective, on pense tous qu'un appart à 20 000 €, ça doit être un trou à rats invivable. Alors, pour être honnête, c'est pas là où je me projeterais. Je me vois pas y vivre dans ton appartement à 20 000, mais je trouve ça tout à fait décent en fait. Je trouve ça, pour quelqu'un qui aurait un petit budget, qui veut avoir un pied-à-terre, t'es à 5 minutes d'une plage, t'es dans une ville qui est super cool, avec beaucoup d'activités à faire. C'est cool quoi. Moi je trouve que c'est un bon prix. 22 000 précisément. Ok. En Belgique, tu as des places de parking ou des garages à ce prix-là. Là, tu as petit studio, 32 mètres carrés, balcon, vue sur mer, tout équipé. J'estime que quelqu'un qui veut... Alors attends, ça c'est le tien, celui à 20... C'est celui que tu as vu sur l'image. Mais il n'a pas vue sur mer celui-là. Si, hein. Ah si? En faisant comme ça? Oui, en faisant comme ça. Ah voilà, non, en fait, en faisant comme ça. Quand tu es dans le couloir qui donne donc vraiment... En fait, tu ouvres la porte du studio, tu vois la mer.
Ok. Donc, si ta porte est ouverte, tu vois la mer. Mais j'ai pas mis ça sur l'annonce pour le louer. Ok, ça va. Ça reste honnête alors. Je trouve que vraiment, tu as un bon environnement, une bonne localisation. C'est pas cher. Les parties communes sont extrêmement propres, on les voit dans la vidéo. Propre. Enfin, on n'est pas dans un truc rundown, je sais pas comment on dit, laisser aller. Non, c'est très propre. T'as une piscine, bon, c'est une baignoire, mais t'as une piscine quand même. Et t'as un appartement à 20 000 balles. Ouais. Tu sais faire des opportunités pour pas grand-chose. Alors, j'ai peut-être eu beaucoup de chance avec cet appartement, mais 25, 30 000 euros, tu peux vraiment faire de bonnes occasions ici en Thaïlande. Et donc, ça rejoint ce qu'on venait de dire, et on va terminer un peu ce point là-dessus. Sur le budget, on peut vraiment vivre pour pas grand-chose. Enfin, le petit retraité qui avait un petit peu d'argent de côté, il s'achète son pied-à-terre. Après les dépenses mensuelles, tu l'as dit, 1000 balles, tu t'en sors. C'est pas mal avec une petite retraite et tout. T'as une vie qui est cool. T'es à 5 minutes de la plage. Tu peux aller faire du tennis, du badminton ou du paddle. Effectivement. Le soir, tu peux aller taquiner d'autres créatures. Enfin, tu peux avoir une vie sympa. Je pense vraiment que la Thaïlande est l'Asie du Sud-Est, de manière générale, et offre beaucoup d'opportunités qu'on ne trouve plus en Europe. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent justement d'Europe? À part les frites en Belgique. À part le vrai goût de la frite et de la fricadelle. La fricadelle et la mitraillette. On trouve de tout ici en Thaïlande. Des mitraillettes? Non, mais tu pourrais la faire toi-même. Tu pourrais trouver une baguette, tu en trouves. Hein. Des frites, tu en as. Tu peux tout trouver. Tu vas dans des enseignes comme Lotus ou Bixi. Tu trouves de la charcuterie, tu trouves du fromage. Tu trouves vraiment de tout. Qu'est-ce qui manque vraiment? Oh, c'est vrai que des fois, les gens écrivent, ça me manque. C'est vrai? Non, pas du tout. Non, je ne retournerai plus en Europe. Il n'y a rien qui te manque vraiment. Il n'y a rien qui soit irremplaçable en fait. Ici, en fait, tu arrives à... Rien qui ne soit figé en Belgique ne manque. Non. Ok. Ouais. Du coup, la question suivante, elle tombe un peu à l'eau. Je t'avais préparé une question. S'il y a un changement climatique qui se met à faire beau, ciel bleu en Belgique, qui font des énormes walking street. Bon, il y a déjà des espèces de vitrines, mais on va dire des walking street du niveau ici de Pattaya. Pas d'impôts. La sécurité en flèche. Est-ce que tu y retournes ou pas? Mais le mindset, la mentalité... L'État qui continue à persécuter son peuple et à le taxer jusqu'au bout. Non, mais plus de taxes. Plus rien du tout. Ouais. Ben, je vais inviter tout le monde à aller là-bas et je vais mettre en place des formations d'aide à l'expatriation en Belgique depuis la Thaïlande. Mais tu resteras en Thaïlande quand même. J'aime bien ici. Je me sens bien ici. Ton cœur est ici, ouais. On sent bien à travers les différents échanges qu'on a pu avoir là, et le fait que tu te sois impliqué à ce point-là à apprendre le thaï, parce que c'est pas courant quand même, le nombre de personnes que je connais qui se soient expatriées ici, qui aient vraiment fait un effort aussi poussé que le tien d'apprendre pendant 6 heures par jour le thaï, c'est quand même assez unique pour le souligner, on va dire. Et je sens bien que tu as une vision très long terme, quoi. Tu veux vraiment rester là. On dit de moi que je suis un rêveur. Parce que c'est possible d'avoir la nationalité thaïlandaise, mais il faut cocher beaucoup de cases, dont parler, écrire et lire à la perfection. Il y a d'autres cases à cocher. C'est devenu un nouvel objectif. Sujet suivant que je voudrais aborder, donc tu l'as dit tout à l'heure, t'es papa, t'as été marié et aujourd'hui tu t'identifies MGTOW. Déjà on pourrait peut-être même commencer par donner une petite définition rapide du mouvement MGTOW, Men Going Their Own Way, donc c'est des hommes qui font un choix de ne plus être en couple et ça peut être un choix, il y a un spectre qui est large en fait, t'as ceux qui vont carrément ne plus jamais adresser la parole à une femme, ne plus avoir aucune interaction avec les femmes. Et puis, dans le spectre, tu as plein d'autres choses. Tu as des gens comme toi qui continuent à fréquenter des femmes, mais qui, on va dire, ne vont pas s'engager dans des relations. Ouais. Quel a été le cheminement pour de passer d'une vie très classique, finalement, à une vie qui est assez différente aujourd'hui? Enfin, c'est pas encore la normalité. Ça le devient. D'ailleurs, les statistiques montrent que ça le devient un peu. Les gens finissent de plus en plus seuls. Il y a de plus en plus de divorces, de plus en plus de gens qui préfèrent rester seuls. Mais ce n'est pas encore la normalité, du moins dans l'esprit collectif. Quel a été le déclic? Quand tu dis une vie classique, c'est-à-dire t'étais marié, monogamie. Ouais, si tu veux, c'est le carcan, c'est ce qu'on nous inculque. On dit ça? Non, c'est ça. Mais c'est ce qu'on nous sert en tout cas comme schéma, business model idéal de la vie de couple, en tout cas d'adulte. J'ai été marié, effectivement. J'ai eu des déboires, j'ai eu un divorce. Le divorce, c'est un dépucelage mental, tu vois. Hier, en punchline, je te disais en rigolant, la monogamie, c'est pour les pauvres, tu vois. Et quand tu viens associer un peu des idées comme ça, tu avances dans la vie, tu n'as plus envie d'être blessé, tu n'as plus envie d'être déçu. Et puis, il se passe quelque chose
t'as plus non plus envie de la monotonie. Alors, je trouve les femmes très belles, magnifiques, mais je sais ce qui va se passer. Je le sais à l'avance. Je vais me mettre en couple avec elles et c'est beau, hein, t'as les papillons dans le ventre, tu ne dors plus, tu regardes. La lune de miel, le départ, qui est toujours fantastique. C'est beau, n'est-ce pas? Et à un moment donné, tu te réveilles et tu vas commencer à regarder une autre passer en rue, etc. Et moi, j'ai pas envie de blesser, j'ai envie d'être honnête, j'ai pas envie d'être avec une fille, lui vendre une relation future possible, et puis derrière, voir une autre passer et me dire « Ah, j'ai envie d'elle ». Alors, dès le départ, je suis très transparent, très clean, mais j'ai pas envie non plus qu'on s'attache à moi ou moi de m'attacher à quelqu'un. C'est pas des protections, c'est pas des barrières. C'est juste que j'estime que finalement, ma vie actuelle, ma liberté, c'est de faire ce choix de dire je ne m'attache pas, j'ai pas envie. Je suis persuadé que chaque couple a une date de péremption. Je suis désolé de te l'apprendre, Julien. Non, mais ça, je le sais déjà. Je le sais déjà. Tu le sais. Ouais, mais c'est malheureux parce que en vrai, moi, je fais partie des gens qui vont tourner vers le MGTOW à un moment, c'est presque obligatoire. On m'attendait. Mais je suis toujours dans le truc Disney où j'aurais aimé que ça marche, si tu veux. Mais malheureusement, c'est factuel. Les femmes finissent toujours par te casser les couilles. Elles deviennent tous grosses et moches. Et si tu veux garder une femme très jolie, bah, c'est toujours une plus jeune. Donc... Il y a pas de solution en fait. Il y a pas une manière de figer une femme dans le temps et qu'en plus elles deviennent pas aigries avec le temps ou enfin il y a pas de manière de l'IA peut-être. Marc a de bons espoirs. Hein. Marc compte vivre avec donc Marc de la chaîne de la vérité. Son espoir final pour vraiment se mettre en couple, ça serait une poupée en silicone parfaite. La peau là, ils arrivent à faire des avancées incroyables avec de l'IA. Là. Il pourrait. Là, on le perd, on le voit plus. Après. Ouais, mais d'ailleurs, Marc est-il toujours l'ambassadeur des MGTOW? On a oublié d'aborder ce sujet. Parce que... Écoute, on peut en parler. Marc, si tu regardes cette vidéo, il est temps de te ressaisir. Il a fait des confidences. Il a fait des confessions même. J'ai dit hier qu'on allait en parler. Hein. Oui, il est OK avec ça. Oui. Marc est-il encore l'ambassadeur des MGTOW? Par moment, il m'inquiète. Il vacille. Là, depuis qu'il a une relation avec Amy... Il a une touche d'humanité chez lui qui a pris naissance. Est-ce que c'est depuis qu'il me fréquente? Je sais pas. Ouais. Mais il est changeant. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est une évolution. Ouais, pourquoi pas. Mais par moment, quand il dit des choses, et je vais pas les ramener ici, il est pas là pour se défendre, c'est pas bien. Je vais pas commencer à dire qu'il est là en train de supplier des filles pour qu'il couche avec. Ça ne se fait pas entre potes. J'ai une saloperie, hein, moi. Non, pour moi, Marc, il a des qualités extraordinaires. Il dit les choses sans filtre, comme moi. Et c'est un précurseur aussi. Tu vois. Et il est là, il avance, il annonce. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont cracher sur Marc. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment qui traite de la prostitution en Thaïlande, où je parle avec une profondeur. Il y a des gens qui pleurent. Ils me disent, j'ai pleuré en regardant ta vidéo. Waouh! Et d'autres qui me disent, ah, mais t'es hypocrite, c'est impossible de penser ça et d'être ami avec Marc. Mais non, tu peux, je ne fume pas, mais tu peux fumer une clope et te dire je vais faire du sport. Tu peux dire je fais attention à la planète et avoir une bagnole. Je veux dire, c'est pas incompatible pour autant. Mais moi, j'aime reconnaître que Marc, dans ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est le numéro 1. Il a ouvert la voie, il a rendu espoir à beaucoup de personnes qui étaient enchaînées dans des couples, ça n'allait plus, etc. De se dire, les gars, c'est pas une finalité la vie de couple. Là. Il y a autre chose. Hein. Il y a le MGTOW. Il y a autre chose. Alors, faut pas y aller non plus en mode extrémiste. Ouais, c'est ça le truc, c'est à chaque fois. Après, il y a des gens, ils deviennent complètement extrêmes et ils arrivent à accepter rien d'autre. Mais en fait, faites ce qui vous rend heureux. Si c'est ça, c'est bien. Si c'est d'être en couple, c'est bien. Si c'est d'être en couple sur des sessions de 1 an, 2 ans, 3 ans qui vous rend heureux, c'est bien. Enfin, à la fin de tout. Et c'est ça que j'aime avec ces chaînes et c'est ce que j'ai dit en intro, c'est cette liberté, c'est cool. Mais oui. Et si Marc demain devait se mettre en couple avec Amy, par exemple. Avec Amy, on a des photos, j'ai des photos d'Amy, moi. Qu'il le fasse. Ouais. Et même si ça dure 3 mois, 6 mois, 9 mois, dans mon fort intérieur, je pense que Marc, je le pense pas, je le sais, c'est quelqu'un de très humain, très bon. Il a des principes, même si des fois il aime bien faire croire que non. C'est vraiment quelqu'un de très bon. Et il a besoin, c'est un avis personnel, hein, il a besoin d'amour. Il a besoin de sentir aimé, apprécié, tu vois. Et on a l'impression qu'à travers son gourgandinage, tu vois, son cannibalisme
il cherche que du sexe. Mais moi, j'ai vu Marc dans les rues. Non. J'ai marché dans des rues avec Marc et voir des nanas qui le reconnaissent, qui courent vers lui et qui le prennent dans ses bras. Ouais. Et c'est qu'il a eu un bon comportement. Ça n'existe pas. Sinon, une gourgandine qui te saute dessus et qui te fait un câlin, ça n'existe pas si tu t'es pas bien comporté. Voilà. Et à la façon dont elle le prend dans ses bras, ouais, il a créé un truc avec. Il a fait ce qu'il devait faire d'un point de vue humain. C'est pas juste j'ai pris une fille, je l'ai retournée, je suis parti. Il a été très respectueux. Et ça, c'est une qualité et des valeurs que je lui reconnais, tu vois. Est-ce que tes enfants voient tes vidéos? Peut-être que oui, peut-être que non, on n'en parle pas. Le plus grand, connaît ma chaîne YouTube. Maintenant, est-ce qu'il les regarde? Il a peut-être mieux à faire que de regarder les vidéos de son ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils savent que tu es MGTOW, du coup, que tu as fait une croix en fait sur les relations. Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à tes enfants ou pas? Ou quelle est ton approche avec tes enfants? L'adulte qu'on devient dépend du gamin qu'on a été. J'ai envie qu'ils fassent plein d'erreurs dans leur vie, mais pas les mêmes. Sinon, ce serait dommage, on n'apprend rien. Moi, j'ai pas à leur dire comment ils doivent vivre. Ce sont mes enfants, je suis le papa, mais ils ne m'appartiennent pas, c'est pas ma propriété. Les gars, faites votre vie. Moi, j'ai grandi sans père, je m'en suis très bien sorti. Ils savent que je suis là pour eux. Ils doivent faire des erreurs, un tas. S'ils vont se marier, je dirais pas c'est une bêtise, je dirais pas c'est bien, je dirais ok, voilà, fais ce que tu as envie. Si ça te rend heureux sur le coup, fais-le. J'ai pas à leur souhaiter quoi que ce soit. Ma chaîne YouTube est là, tous les deux ils savent qu'elle existe. De temps en temps il y en a un qui passe, je vois, il like, il a un pseudo, je sais que c'est lui. Ok, il suit, peut-être pas tout. MGTOW, c'est peut-être pas la finalité, peut-être qu'aujourd'hui on est dans l'erreur, on le sait pas. Ouais. Peut-être que la vie de couple, c'est la réalité. Peut-être qu'on n'est pas prêt. Moi, je pense encore, j'ai encore espoir que, donc là j'ai 35 au moment où on fait cette vidéo, dans une dizaine d'années, peut-être je vais m'assouplir et je vais accepter qu'une femme vieillisse à mes côtés. Je vais accepter des choses et peut-être qu'elles sont pas toutes aigries, tu vois. Peut-être qu'on se trompe aussi. Moi, j'ai peur juste avec le temps que ça nous confirme toujours plus le chemin dans lequel on est. Mais bon, on verra. On fera le débat avec Marc une fois à trois, tiens. Ouais, c'est possible. Ok, donc là, du coup, tu cherches pas à les guider spécialement dans leur vie et tu es confortable avec la vision qu'ils ont de toi, ça ne te dérange pas? Je les guide sur un point de vue de compréhension de la vie par rapport au salariat, par rapport à comment arriver à sortir du moule, à créer, on va dire, une richesse, ça oui, pour que justement après ils ne soient pas soumis à un système, ils peuvent justement en sortir et grâce à ça prendre des décisions par eux-mêmes, sans être écrasés par des dogmes et des règles, parce que au plus tu as d'argent, au plus tu peux être libre et au moins tu es obligé de te conformiser à un système qui te convient. À quelle fréquence tu leur parles et à quelle fréquence tu les vois, si c'est pas trop personnel? Leur parler, c'est courant. Ce matin, en me réveillant, il y a le décalage horaire. Le plus petit m'avait écrit et tout, un petit message, une petite photo. Voilà, comme à chaque fois, ça fait chaud au cœur. Il faut savoir qu'en Belgique, on a des congés scolaires toutes les 7 semaines. Il y a 2 semaines de congés scolaires. Il y a une organisation qui est faite pour que, pas à chaque vacances non plus, mais une fois sur 2, ils viennent me voir, je paie ce qu'il faut, ils viennent. Ils viennent en Thaïlande, du coup? Direct. Oui, ils sont déjà venus en Thaïlande. Il y en a qui préfèrent plus Bangkok, mais on n'a pas tout visité non plus, il y a encore beaucoup de choses à faire. Le plus gros est pas venu la dernière fois, il était avec sa copine en mode to love, tu vois. Le pauvre, le réveil va être brutal. Pour rester justement dans la thématique MGTOW et ces réveils brutaux, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans des relations qui sont soit mariés ou même juste dans des relations long terme et qui se sentent un peu piégés, qui se sentent mal, etc. Qu'est-ce que tu leur dis? J'ai envie de leur dire, arrêtez de subir ce que vous ne tolérez plus. Si tu sens qu'à un moment ça ne va plus, quitte ton conjoint. Il y en a qui vont dire oui, mais j'ai des enfants, je reste pour les enfants. De mon point de vue, je vais me froisser avec personne. Remets-toi en question. Peut-être que tu restes par lâcheté ou par peur d'affronter quelque chose qui est nouveau. Tu es dans une zone de confort qui devient inconfortable et tu as peur d'en sortir. Pour moi, la vie de couple, c'est comme une maison, c'est comme un boulot, c'est comme un environnement, c'est comme des frags. Si tu n'as plus envie de travailler là, de vivre là, de porter ces frags, d'être en couple, tu as la décision. C'est d'ailleurs ce qui fait nous un être humain. On peut prendre des décisions. Tu dois prendre la décision pour toi, pour ton bien-être intérieur, de dire stop, je n'en veux plus. Ça ne me profite plus. Et il faut pas se voiler la face. Il faut pas faire ça, rester en couple parce que toujours ça a été comme ça, les parents, les grands-parents. La vie évolue. On ne peut pas faire aujourd'hui comme on faisait il y a 500 ans, comme on faisait il y a 50 ans. Et dans 50 ans, ce sera encore différent.
J'ai envie de dire à ces gens-là, réveillez-vous. Si à un moment donné, vous vous posez la question, c'est que vous êtes plus trop bien en phase avec vous-même. Donc, qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Posez-vous la question et allez chercher ça. Allez chercher ce qui pourrait vous rendre heureux à travers un voyage, à travers une émission, à travers d'autres relations. Parlez-en à votre conjoint. C'est pas forcément être dans le mensonge. Allez trouver votre femme, dire, voilà, écoute, j'en suis là. J'ai envie d'essayer quelque chose, autre chose. Qu'est-ce que tu en penses? Elle sera peut-être fermée, elle sera peut-être ouverte, mais au moins, il faut être sincère. À travers la sincérité, on peut trouver le salut. Beaucoup de gens disent que d'avoir eu des enfants, c'est une des plus belles choses qui leur soit arrivée dans la vie. Ouais. Est-ce que tu le confirmes? J'ai pleuré à la naissance de chacun de mes fils. C'est beaucoup d'émotions. Sur le moment, c'est beau. Je suis content d'être papa, même si c'est pas un état que j'ai souhaité de manière générale. La plus belle chose, je sais pas dire, ce serait très réducteur, tu vois. J'entends qu'on peut avoir beaucoup d'amour pour les enfants. Moi, c'est mon cas. Je pense à mes fils, à mon fils, j'ai envie de pleurer, tu vois, parce qu'il manque, tu vois, il y a un manque. Mais pour moi, il y a encore... On peut se sentir heureux à travers un tas de choses. À travers un plat qu'on va goûter, à travers un coucher de soleil, à travers une conversation qu'on va avoir avec un pote, à travers un tas de choses. Donc ce n'est pas une obligation non plus d'en avoir des enfants parce qu'il y a des gens, ça c'est un commentaire qui revient souvent, tu vas rater ta vie si tu n'auras pas d'enfants. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à tourner ma phrase dans ce sens. Tu peux trouver le bonheur ou cette joie, elle sera un peu différente. C'est beau, c'est splendide, c'est magnifique un enfant, tu vois, mais c'est pas la seule chose qui fait que tu vas rester vivant. Il y a des gens qui viennent sur Terre, ils ne peuvent pas concevoir, ils ne peuvent pas se reproduire, tu vois. Ils sont stériles. Quoi, ils vont être malheureux toute leur vie? Non, pas pour autant. Pour moi... S'ils le sont, c'est peut-être par le poids de la société. Oui, c'est ça, parce que finalement, peut-être que... Pourquoi on veut être parents? C'est les Walt Disney qui mettent ça, le prince, la princesse, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Mais... c'est quoi cette obligation? C'est un dogme, c'est un poids. Moi, je connais des personnes, des femmes, elles ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, le temps tourne, elles sont malheureuses, elles m'en parlent. Ah, je ne serai jamais maman. Je dis, mais pourquoi tu veux absolument être maman? Parce que faire comme les autres. Et finalement, ce que je vais dire va être cash, mais si tu as besoin de materner, d'être là, achète un animal. Mais non, c'est horrible ce que je dis, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y en a, ils veulent être parents parce qu'ils ont besoin de materner, de donner de l'amour. Mais alors, la vraie question, c'est, est-ce que eux n'ont pas besoin de recevoir de l'amour? Est-ce que tu ne veux pas être parent pour justement, à ton tour, recevoir de l'amour? Tu vois comment je vois les choses? Oui. Ou alors, il y a des gens aussi, c'est pour façonner un être humain à leur manière. Tu vois, il y a des choses qui ne sont pas toujours saines dans le fait de vouloir avoir des enfants. On est d'accord. Ouais. Quand on dit c'est mon enfant, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis le papa, mais c'est pas ma priorité, c'est pas ma propriété. Ouais. C'est un être humain. Il faut le voir avec un décalage, selon moi. Un autre sujet qui me tient à cœur et que je voulais aborder avec toi, c'est donc le fait d'être entier et le fait de prendre sa retraite. Ceux qui me regardent de mon équipe savent que presque tous les ans, je dis je vais finir par prendre ma retraite et je prends jamais. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'était passé pour toi. Déjà, est-ce que tu avais un montant en tête pour te dire ok, j'arrête tout et ensuite, à quel moment tu t'es dit j'arrête de travailler? Très bien. En fait, quand tu as un patrimoine qui atteint un nombre à 7 chiffres, on peut dire qu'on est à l'abri, il me semble, tu vois. Et c'est selon en fait, je crois que c'est très personnel. C'est très personnel. Avec ta fortune, par exemple, je serais absolument pas confortable. D'accord. Voilà. Mais je le suis toujours pas, alors que je dois avoir 10 fois plus. 9 ou 10 fois plus de ce que j'ai, effectivement. Ouais. Moi, j'ai grandi avec rien, dans la pauvreté, tu vois. Ouais. Je suis né, j'étais nu, j'avais aucun savoir. Ça n'arrivera plus jamais, cet état-là. Je pourrais même tout perdre demain. Moi, ça changerait. Je smile toujours autant. Comment devenir rentier? Pourquoi? Quelle décision? Qu'est-ce qui fait que tu commences à voyager et tu commences à te rendre compte que finalement, il n'y a plus jamais sur cette planète une liasse de billets qui attachera une laisse autour de ton cou. C'est inacceptable. Avoir une chaîne est devenu intolérable. Et quand tu prends conscience de ça, et surtout du temps qui passe, que j'ai un tatouage à moi sur l'avant-bras, enfin mon corps est presque tout tatoué. Et ici, il y a un sablier. Okay. Le sablier, il y a ma date de naissance dessus. Ce sont des chiffres mains. Alors en bas, il y a la terre, des fleurs, une rose. La terre, le sol, l'enfer. Au-dessus, des nuages. Le concept étriqué de l'enfer et du paradis, et mon temps de vie, ma vie, tu vois.
le sablier, il est fissuré. Les grains s'échappent. C'est vraiment notre temps de vie. Le temps de vie, c'est la chose la plus précieuse qu'on a au monde. Ça ne s'achète pas. Parce qu'en fait, tu vois, tu as payé ton PC, moi j'ai payé mes vêtements, etc. On l'a payé avec quoi? De l'argent. Cet argent, on l'a eu en échange de temps de vie. Parce qu'on a investi, on a travaillé, on a fait des choses, mais du temps de vie. Donc on paye tout avec du temps de vie sur cette planète. Et c'est pourtant la seule chose qu'on ne sait pas racheter. C'est la chose la plus précieuse au monde. C'est un point de vue que quand tu rentres dans cette vision du monde, tu sais plus faire marche. Tu peux plus être salarié, tu peux plus être un ouvrier, tu peux plus accepter qu'on dise mets ton réveil à 6 heures du matin, si c'est pour faire une activité, ça part. Hein. C'est intolérable. Ça a été un déclic dans ma vie de conscientiser ce que je viens de te dire, qu'on paye tout avec du temps de vie et que il nous file entre les doigts. Quand j'étais gamin, je tuais le temps. Aujourd'hui, comme adulte, j'ai envie de le saisir, mais il me glisse entre les doigts. On n'y arrive plus. C'est horrible. Cette vision est horrible. Ok, du coup, c'est cette réalisation qui t'a fait prendre conscience que tu devais arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu as investi, j'imagine, ton million, un petit peu plus d'1 million, il me semble, dans des produits qui te rapportent un rendement, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a des placements qui sont faits. Tu sais, il y a tout ce qui est ETF, il y a de l'or, il y a etc. J'ai aussi acheté un diamant Bora. Bon, là, ça vient d'Australie. J'ai écrit un moment, on verra bien. J'ai des biens immobiliers, on en parlait, que je suis en train de revendre en Europe pour capitaliser uniquement ici en Asie. J'ai quelques comptes là et là qui ramènent aussi quelques euros. J'ai des royalties qui tombent. Au moment où je te parle, j'ai plus besoin de travailler. Je n'ai plus ce besoin, mais j'ai cette envie de faire quelque chose. C'est là où on vient. C'était la question suivante. Et ça, c'est le truc qui me titille le plus. C'est est-ce que des gens comme toi et moi, qui sont des entrepreneurs dans l'âme, peuvent réellement prendre une retraite? Tu l'as dit tout à l'heure, on a une maladie mentale, on en a parlé tout à l'heure. C'est une maladie de toujours observer un état et de se dire, mais là, il y a un truc. On peut faire un truc. On a parlé il y a quelques jours, la semaine passée, je ne sais plus quand c'était. Je te dis, il y a ça. Tu t'es arrêté, tu m'as dit, mais John, fais ça, ça, ça. Oui. Je suis rentré, j'ai fait en application. Et le lendemain, ça te rapporte... Directement. Le lendemain, il y a un bazar qui tombe, ah, nana, 100 000, nanana. Et je te dis ça. Et tu dis, mais tu vas encore plus loin. Et nos échanges démontrent qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que là, pour que vous imaginiez bien le truc, on est dans un restaurant, on n'a rien à parler de business, on est juste normalement à savourer le moment. Ouais. Et en fait, ce qui nous plaît plus que de savourer le moment, en gros, c'est de parler comment on peut optimiser la chose, etc. Ouais. Et même moi, là, j'ai commencé la chasse sous-marine, tu vois. L'apnée, j'en fais depuis que je suis petit, mais la chasse sous-marine, c'est récent. À Panama, il n'y a pas d'offre à Panama City. Là, j'ai commencé à trouver un pêcheur. Et je me dis, mais pourquoi je fais pas un site? Surtout que ça coûte cher. En fait, la chasse sous-marine, ça se vend cher la journée dans le monde. Franchement, c'est un truc cher. Et je me dis, mais pourquoi pas créer? Et en fait, je me dis, mais pourquoi je vais pas juste faire de la chasse sous-marine, moi, tranquille sur mon bateau, et je m'en fous, en fait, de gagner de l'argent. Mais en fait, on doit tout transformer en de l'argent, en fait. Tu pourrais dire que c'est une seconde nature maintenant chez toi? Ouais. En fait, tout, je vois des opportunités partout, et c'est comme ça. Et on disait, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, avec mon meilleur ami, on disait, OK, on prend nos retraites, on va faire du jardinage, on va planter nos légumes et tout ça. Tu vas voir, dans 6 mois, soit on crée une chaîne YouTube autour du jardinage, soit on plante des espèces qui coûtent super cher, super rares, qu'on revend aux Japonais à prix d'or. Voilà. On va faire du fric, peu importe ce qu'on fait, même du jardinage. Tu vois, de la chasse sous-marine, je vais faire du fric. Peu importe. Je sais. On en a parlé il y a, je sais pas, la semaine passée, là, je sais plus. Donc la question que je voulais te poser, je crois qu'elle est... Elle est là. On y a répondu, finalement. On fera du business jusqu'à la fin de nos jours, d'une façon ou d'une autre, on gagnera de l'argent. Ça fait partie de notre ADN, maintenant. Ouais. Et justement, du coup, tu étais censé prendre ta retraite, venir à Pattaya, la couler douce, et tu as créé une chaîne YouTube, donc Jonah Thailand. Ouais. C'est quoi ton objectif avec? Comment tu penses que tu vas la monétiser, etc. À la base, je voulais m'occuper. Parce que tu sais, quelqu'un qui a les moyens de ne rien faire, n'est pas forcé donc d'aller travailler, s'il ne trouve pas une occupation, il dépérit. J'ai pas envie de me retrouver à 10-11 heures du matin avec une bière à la main dans un bar parce que j'ai fait une nuit et que je suis... j'ai pas envie de ça. J'ai besoin d'une occupation. Alors, j'ai commencé à étudier le thaïlandais. Mais j'attrape un niveau qui fait qu'il me faut une autre occupation. Moi, ma cam, c'est l'objectif. Il m'en faut. Si je l'ai pas, je dépéris. Et je me suis dit, je vais m'occuper, je vais prendre une petite chaîne YouTube. Alors, il se fait que... ça plaît bien. Ça plaît bien.
tu as fait déjà des beaux succès. Hein. Tu as fait des vidéos à 280 000 vues, je crois. Oui, on arrive à 300 000 sur 300 000 sur une vidéo, avec une chaîne qui a été lancée il y a 5-6 mois, là, je crois. C'est mon 6e mois. 6e mois. Ouais. C'est exceptionnel. 8 000 abonnés et déjà des vidéos dans les plus de 100 000 vues. Donc, fantastique. On arrive aux 9 000 abonnés. Bon, au moment où... Allez lui donner de la force. Hein. On mettra le lien de toute façon. Merci les gars, ça fait plaisir. Si vous passez et que vous aimez, voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. C'est vrai qu'elle a été très vite monétisée. Après 2 mois, j'avais 2000 abonnés. YouTube me disait, écoute, OK, on valide. Je pense qu'en fait, mon seul fonds de commerce, moi, c'est ma sincérité. Ouais. J'y mets toute mon âme. Ça se ressent. Et puis surtout, tu n'as rien à perdre. Enfin, en fait, tu balances telles quelles les choses. Pas d'attente. Ouais. Moi, je fais pas ça en espérant vendre une formation, un produit. J'ai un site d'e-commerce, j'en parle jamais sur ma chaîne. On me dit, oui, mais tu vends des trucs. Mais quoi? Montre-moi un moment dire, je vends un truc. Ça va venir, j'espère. J'essaye, en fait, à travers ça, c'est un hobby, de pas le mélanger au business, tu vois. C'est encore... Au moment où je parle, c'est dur parce qu'il se passe des choses. Je suis en train d'ouvrir 2 boîtes là en Thaïlande. Je suis en train de glisser, comme d'habitude. Moi, à la base, je viens, je dis, allez, pied en éventail, tranquille, la mer, tranquille. J'ai le permis bateau, je vais prendre un bateau de temps en temps, je vais bouger. Mais non, c'est une maladie qui revient. Il faut faire quelque chose. Mais ce qu'ils aiment, les gens, par-dessus tout, c'est le côté brut. Tu vois, c'est comme avec Marc, c'est pas calibré ce que vous dites. Enfin, vous le dites comme vous me le diriez en off, en fait. Et c'est entier, ouais, c'est ça. Et c'est important comme format puisque ça manque sur YouTube. Bah, on est entier, on dit les choses. Moi, j'ai souvent des commentaires. Ah, j'adore ce gars parce qu'il va droit au but, il est direct, il n'y a pas de blabla. Enfin, tu vois, cette table est brune. Je vais pas dire oui, mais tu vois, c'est une table un peu rectangulaire avec un bois, ça doit être du ça. C'est brun. Enfin, on va gagner du temps. Et j'aime bien dire les choses comme elles sont. Des fois, ça plaît, des fois, ça déplaît. Comment tu gères les haters, ceux à qui ça plaît pas? Parce que vous avez aussi des commentaires bien hardcore. Hein. Ah, les haters, ben les gars, merci. Ils sont là, merci. Parce qu'en fait, vos messages aident mon algorithme YouTube. Donc, continuez. Il y a peut-être des vieilles vidéos que vous n'avez pas vues. Allez-y, commentez. Faites-vous plaisir. Je surkiffe. Je m'en fous. Parce qu'en fait, ça ne m'atteint pas. La plupart du temps, en fait, je parle de miroir. Une vidéo sur 2, je parle d'un miroir. Mes propos, c'est un miroir. Et si ça éveille quelque chose, c'est quelqu'un, ben, j'ai touché le point sensible. Et au lieu de m'insulter, remercie-moi. Mais et si tu n'as pas cette capacité de dire merci parce que, bon, voilà, tu veux pas... Je m'en fous. Mais toi, par rapport à toi-même, mets-toi en face de toi et dire, attends, cette vidéo-là, de ce gars-là, pourquoi je regarde toutes ces vidéos? Pourquoi tu regardes ça? Moi, la grande question des haters, c'est pourquoi ils s'infligent ça, s'ils n'aiment pas. Ouais. Pourquoi ils prennent des minutes de leur temps, qui est aussi précieux, comme on vient de le dire, pour écrire des commentaires. YouTube, c'est immense, en fait. Et si ça vous plaît pas, mon contenu, en fait, il y a plein d'autres chaînes. Il y a des chaînes super éducatives. Il y a Gulli ou quoi. Allez sur Gulli, les gars. Non, mais sans blaguer, ça les touche, ça les provoque et ça éveille chez eux un sentiment, une sensation. Et je pense que malgré eux, certains l'ont reconnu. Hein. Certains haters ont passé de l'autre côté de la barre et me disent « John, j'adore. tu m'as fait conscientiser ça et ça. » Mais moi, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Moi, je dis des choses que je vis à travers mon quotidien. J'observe, j'en parle. Si tu kiffes, bah tant mieux. Si tu kiffes pas, bah tant mieux aussi. Finalement, bah voilà, moi, je suis dans le partage. Tu sais, tu vas au supermarché. Il y a des fruits, il y a des légumes. Moi, je mange pas les choux de Bruxelles, mais je n'ai pas pété à plomb parce que le magasin, il vend des choux de Bruxelles. YouTube, c'est le magasin. Ouais. Pourquoi je vais tu picores ce qui est bon pour toi. Ce qui te convient, détends-toi. Bah oui. Du coup, tu viens de dire que tu allais créer 2 boîtes. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu comptes faire justement avec tout ce projet? Alors, il faut savoir qu'on m'a toujours dit en Thaïlande, on peut pas être 100% propriétaire d'un bâtiment et d'une boîte. J'ai démontré le contraire avec le bâtiment et je suis en train de démontrer le contraire avec une boîte parce qu'on peut être 100% propriétaire en Thaïlande de notre propre société. Il y a des conditions, il y a des cases, etc. Et en creusant, j'ai fini par y arriver. Donc, j'ouvre une première boîte qui est complètement dans le digital. Voilà, finalement. Et j'en ouvre une deuxième. Alors là, j'aurai des partenaires thaïlandais. Mais en gros, on va orienter non seulement immobilier, mais également... faire venir des gens pour leur faire visiter les Koh-Sapat Pattaya. Des retraites. On n'en dira pas plus, mais... Des retraites pour des hommes qui en ont marre de leur vie en Europe et qui estiment qu'ils méritent autre chose. Leur faire découvrir. Ça va être intéressant. Des packages assez intéressants de jour comme de nuit. Voilà. On n'en dira pas plus. Je te ferai un bon prix. Ouais.
Je commence à connaître pas mal. Hein. Je sais. Et on a fait quelques virées. Mais oui, j'ai toujours à apprendre. Donc, ok, tu comptes monétiser avec ça. Ouais. Et aussi, assez étonnant sur ta chaîne, et ça montre bien à quel point tu fais cette chaîne pour te faire plaisir à toi, pour dire ce que tu as à dire. Tu fais pas mal de slam. Donc, c'est une... Comment on dit du slam? C'est une façon... C'est pas du chant, en fait. C'est une expression, finalement. C'est du rap sans chanter? On peut dire ça comme ça ou pas? C'est un parler qui est rythmé. On va dire ça ainsi. Et ça, tu comptes aussi faire quelque chose avec ça? Il faut savoir que quand j'étais ado, je faisais de la musique. J'ai fait beaucoup de rap. Et à travers mes écrits, ça ressort. Souvent, on me dit, oui, c'est ChatGPT qui écrit comment on appelle ça, tes textes. Il n'est pas aussi poétique, ChatGPT. Et je dis, les gars, j'avais pas de ChatGPT quand j'avais 15 ans. J'en ai 40. Et ça se ressent à travers mes écrits. Et encore une fois, il y a des fois où ça plaît à mon audience parce que j'y vais des fois à fond, je mets des instrus, etc. J'ai un pote qui s'appelle Nico, il tient une chaîne qui s'appelle JTPT. Ouais. C'est sur toute l'actualité de la Thaïlande. Exactement. Je crois que ça sort une fois par semaine le dimanche. Le dimanche soir, exactement. Ouais, si vous êtes intéressé par la Thaïlande, il faut absolument regarder cette chaîne. Ouais. Et on avait bien matché avec Nico. Il fait mes instrus. Il m'a préparé 25 instrus longue durée pour mettre sur certaines de mes vidéos. Et il m'avait invité pour refaire son générique en mode slam à un moment donné. Voilà, moi, j'avais bien matché avec Nico. Et il m'a dit, écoute, je trouve que toi, il te manque ça. Je te le fais, c'est cadeau, ça fait plaisir. Donc, tu vois, je pars dans cette direction-là. Je sais que mon audience... Alors, moi par exemple, en toute transparence avec toi, c'est pas mes vidéos favorites. Je préfère une vidéo où tu parles simplement. Voilà. Mais par contre, j'en ai regardé quelques-unes. Et en fait, ce qui est intéressant quand même, parce que c'est du slam, mais c'est pas de la chanson, c'est que tu racontes vraiment un truc sur la Thaïlande, etc. Et donc, ça reste intéressant, mais c'est pas ce que je préfère moi. Et je veux être honnête avec toi, 100%. Il ne manquerait plus que ça entre nous. Mais à travers, en fait, quand je slam, ça me permet des fois de sortir des punchlines qui sont plus adaptées que de forme, tu vois. Mais voilà, c'est un moyen d'expression, finalement. Et tu comptes faire un album ou faire quelque chose avec Non, c'est fini. Non. Encore une fois, j'ai pas envie. On sait jamais, hein. Mais, écoute, si je devais... Tu me donnes une idée. Écoute, j'ai vu il y a des années un clip qui s'appelait Pattaya, hein? Pratamnak. Non, tu me donnes des idées, on verra bien. Si je dois faire des délires, j'en ferai une fois de temps en temps sur la chaîne. Rassurons l'audience, c'est pas que ça. Moi, j'aime bien vraiment te parler de la Thaïlande de manière générale. C'est mon côté un peu artistique. Et puis aussi, pour éviter de me lasser, j'aime bien toucher un peu à tout, tu vois. Ouais. Ça, c'est toujours un peu le dilemme en tant que créateur, tu vois, on en parlait hier soir. Sur ma chaîne, ce qui va bien marcher, c'est les interviews clivantes et les vidéos où je suis en solo facecam, où je vais apporter de la valeur de terrain sur de la fiscalité, sur de l'expatriation, sur de l'investissement. Et au fond de moi, il y a une petite partie de moi qui a envie de faire des vlogs, comme le vlog que j'ai fait à Coiba avec Billy, le vlog que j'ai fait au Pérou. Ça demande beaucoup plus de travail pour moi encore parce que c'est long. Parfois, il faut se filmer, c'est pas toujours amusant, donc tu perds un peu de ton expérience parce que tu te dis, il faut que je capture un peu d'images. Mais j'adore en fait la bulle que ça, enfin comment on peut dire, la capsule que ça crée et de la regarder dans le futur. Ma vidéo sur le Pérou, ça va peut-être paraître un petit peu quelqu'un qui s'aime lui-même, mais je l'ai regardé peut-être 10 fois ma propre vidéo sur le train au Pérou. Par contre, en score, ça marche pas. Mais c'est du contenu qui me plaît de faire. Donc, j'aimerais bien peut-être une fois tous les 1 mois, 2 mois, faire un petit contenu comme ça. Et c'est encore une fois le dilemme créateur entre plaire à l'audience, s'écouter soi-même, qu'est-ce que tu as envie de faire, parfois pousser un petit peu plus parce que tu vois, c'est ce que disait Marc hier, il disait il y a un créateur qui parlait uniquement de tennis, il est passé à parler de paddle, au départ ça marchait pas du tout, puis à un moment ça a fini par plaire. Je pense qu'aussi l'algorithme n'a pas beaucoup servi mon vlog, n'a pas beaucoup servi mon vlog à mon audience habituelle parce que on voyait bien que tout le monde l'avait pas vu, il y a plein de gens qui marquent un commentaire, je l'ai pas vu passer, et parce que l'algorithme YouTube m'a mis dans la catégorie, on va dire podcast clivant, business, expatriation et vidéo très sérieuse. Et un vlog, ça rentre pas dans la catégorie de ma chaîne et donc on le montre pas à l'audience. Mais voilà, il faut savoir. Enfin, je pense que c'est important pour nous pour rester, avoir du plaisir à faire du contenu, de varier un peu ses plaisirs justement. Je te l'ai dit hier au restaurant, fais-le. Ouais. Fais-le. Je t'ai dit pourquoi je pensais que tu devais le faire. Après, peut-être le faire sur une autre chaîne à la rigueur pour pas... Soit une autre chaîne, soit une fois... Je crois que maintenant, l'algorithme de YouTube est assez malin pour savoir quoi montrer à qui. Et je pense pas que ce soit un problème d'avoir des contenus un petit peu différents sur une seule et même chaîne. Mais peut-être
en faire que un tous les 1 mois, 2 mois, tu vois. Et même moi, en termes de travail, je me verrais pas en faire plus souvent. Donc, je pense que je vais le faire. Je vais essayer d'en faire quelques-uns comme ça encore et on verra si ça prend un peu. Et dans tous les cas, moi, je serais content, en fait, dans 10 ans de regarder ces vidéos-là. Si je meurs, encore une fois, c'est des tranches de vie que ma famille, ceux qui m'aiment ou mes enfants peut-être regarderont, tu vois. Ouais, ça fait partie de ton héritage, quelque part, ce que tu as laissé. On reste en vie derrière ces vidéos et ça, c'est quand même quelque chose de fort. À le faire. Je suis sûr que ton audience, d'ailleurs, ils vont certainement commenter. Ouais, on veut en voir plus. Écoute, les commentaires étaient dithyrambiques sur le vlog là au Pérou. Les gens ils disent ça se voit que t'es vraiment heureux et tout, c'est super sympa, fais-en plus. Mais en performance, et comme on est des businessmen, c'est ça qui est terrible. On est tout dans l'optimisation de faire ce qui va plaire, etc. Alors parfois je prends des risques. Tu vois, j'ai fait pas mal de vidéos où je prends des risques. Je vais sur des sujets. Là, une des dernières que j'ai faites sur les fondations et les traces. Ouais, je l'ai vu. Mec, comment veux-tu faire des vues avec ça? Et pourtant j'ai fait 50 000 vues. Je sais prendre des risques quand même sur certains sujets, mais on reste sur des trucs quand même très, on va dire, business, investissement. Donc, voilà. C'est comme tu dis avec YouTube, quand tu vas amener un contenu qui sort un peu de ce que tu proposes à ton audience, il va moins le desservir, tu vois, ça va moins être agréable. Mais YouTube, c'est ça. C'est un cimetière de créateurs, un cimetière de contenu. Et finalement, il faut aussi faire pour l'audience, c'est vrai, mais il faut le faire pour soi. Ouais. Moi, j'ai déjà vu Sinon, sur ma tu tiens chaîne, pas. Si tu fais non, que... Tu sais pas, parce qu'en fait, il faut garder le plaisir. Et je vois à travers tes vidéos, tu sais, quand tu parles, tu visites, tu étais en Azerbaïdjan il n'y a pas longtemps, tu visites, tu mets en avant. Donc, tu prends un plaisir à faire ça. Ça, c'est un contenu que j'aime bien faire. D'aller visiter un pays et ensuite d'en faire un compte rendu, ça, c'est fantastique. Mais continue à le faire. Et ça plaît. Et si derrière, tu veux en plus taper le style vlog comme tu dis, il faut le faire. De temps en temps, sur des expériences, des tranches de vie. L'avenir nous le dira, mais ça sent bon. Possible. Le point suivant que je voulais aborder avec toi, c'est, donc on l'a dit tout à l'heure, on peut vivre à pas cher à Pattaya, tu as une fortune à 7 chiffres, mais tu vis avec peu finalement. Ouais, comme un pauvre. Ouais. On me l'a déjà dit. Je trouve pas, non, pas comme un pauvre non plus, parce que t'as une vie qui est super sympa. Enfin, tu vas plus souvent au restaurant que la plupart des gens qui sont en France. Tu as des nanas super belles 2 soirs ou tous les 3 soirs, on va dire. Non, t'as une vie qui est très cool. Donc non, pas comme un pauvre du tout. Mais pourquoi choisir de vivre comme ça? Tu vois, moi, je le fais pas ça. Alors, je vis bien en dessous de mes moyens par rapport à mes revenus, par rapport à mon niveau de fortune. Limite, peut-être que c'est assez similaire finalement. Si on divisait par 10 ce que tu dépenses, moi je dois être à peut-être 20-25 000 de dépenses par mois. Donc je serais à 2005 si on divisait par 10 en niveau de fortune. Mais quand même, j'ai besoin d'un petit peu plus de standing, de choses. Il y a des choses où vous allez, avec Marc, vous allez vraiment dans les bas-fonds, quoi. Pourquoi choisir ce mode de vie? Écoute, on me l'a déjà dit en fait. Tu vis comme un pauvre. On me l'a déjà dit, c'est pas toi. On me l'a déjà dit des potes en Belgique. En Belgique, j'avais ma villa. 360 mètres carrés au sol, étage, exposé place sud au niveau du jardin, 2 salles de bain. Je roulais en Maserati. J'avais quand même un confort. Mais j'en ai eu marre. C'est bizarre d'expliquer à quelqu'un qui a pas ça, qui a envie d'avoir ça, que ça ne convient pas. J'en ai eu marre, je sais pas, j'ai eu un dégoût un ras-le-bol complet de la société, des attentes de la société, des codes et tout. Je suis arrivé ici pour refaire une vie et je me suis dit, John, tu veux recommencer? C'est pas parce que tu as beaucoup de choses que ça crée chez toi. En fait, ça crée chez toi un vide. Ouais. Chez moi, en tout cas, ça crée un vide. Et je suis bien dans mon petit studio à 32 mètres carrés. Je suis bien. Je suis vraiment bien, toujours dans mes mêmes frags. Je suis bien à manger souvent. Parce que on s'est vu, on a fait avec Marc un effort. On a été dans des restaurants dans lesquels on va pas. Enfin, hier, maman, c'était mon idée d'ailleurs. Mais voilà. Mais sinon, vous avez été gentils. Ce que j'aime bien avec Marc et toi, c'est que vous acceptez d'aller dans des restaurants un petit peu plus huppés. Mais je suis capable d'aller dans le sens. Tu peux le dire. On l'a fait. Je suis venu hier dans ce restaurant-là et vous m'avez emmené au food court. Et j'ai apprécié l'expérience. Il faut pas croire que j'ai une cuillère du tout. Je suis capable. Je suis quand même assez tout terrain en vrai. Et avec Marc, on n'est pas des radars. On démontre que. Et d'ailleurs, il faut pas confondre l'état de ne pas dépenser et vivre avec ce qui nous convient, être radar. Moi, j'ai vu Marc offrir des choses, des montants aussi, des biens, de valeurs pour faire plaisir. Tu vois, donc faut pas tout mélanger. J'ai envie de vivre dans un mode de vie minimaliste pour justement me dire, OK, si je veux, je peux.
mais j'ai pas besoin. Ça, c'est le meilleur de la richesse. La phrase que tu as dit, elle résume beaucoup de choses pour moi. Le fait de pouvoir acheter des choses, mais j'en ai pas besoin. Pas besoin. Et moi, je suis extrêmement minimaliste. Alors, je dépense ces 20-25 000 par mois parce que je fais de la business class, parce que je séjourne souvent dans des hôtels assez haut de gamme. Quoique là, j'ai fait une grosse exception. Là, je suis en train de faire un peu des expérimentations pour pouvoir plus apprécier quand je vais dans des hôtels haut de gamme. Donc là, ça fait 7 jours que je suis dans un Airbnb. Alors, les gens, ils vont dire, oh mon Dieu, tu sais, c'est Bear Grylls, le mec, et il a l'impression de vivre une expérience. Non, j'ai pris un beau Airbnb avec une belle vue mer et tout. Mais pour moi, c'est un changement parce que ça fait des années que je vais qu'à l'hôtel 5 étoiles et des trucs au minimum entre 300 jusqu'à 1200, 1500 la nuit, tu vois. C'est mon tarif habituel. 300, 400, c'est vraiment mon petit sweet spot et après, je peux aller bien plus loin. Je reste quand même assez minimaliste. J'ai très peu de choses. J'ai très peu de choses. Je possède que dalle, en fait. En physique, rien. Et c'est important pour moi parce que ce que tu détiens te retient, en fait, t'emprisonne d'une certaine manière. Et en vrai, notre vrai bagage à nous, il est dans notre tête. Ouais. Tu vois? Et dans ce qu'on vit et ce qu'on arrive à vivre. Et il n'y a pas besoin d'avoir des fortunes pour vivre des moments très agréables. On a tapé des barres de rire toute la semaine. Je ne sais plus quelle journée de la semaine. Bon, ça fait un moment qu'on va manger tous les soirs ou presque. On a quand même tapé des barres de rire, des moments incroyables. Ouais. Et sans payer pour autant des montants. Non. Tu vois? On sait le faire. Et d'ailleurs, le fait que vous viviez comme ça, il y a des gens qui vont le dire. Là, je les ai déjà, les commentaires. Hein. Lui, il n'a pas 7 chiffres. Marc, c'est un mytho. Il a pas. Je crois qu'il l'a dit officiellement. Hein. Il a 3 millions. Hein. Il l'a dit. 3 millions 3 maintenant. 3 millions 3. Bon, c'est monté. Voilà. Donc 3 300 000 euros. Et la plupart des gens ne le croient même pas parce que qu'il a toujours les mêmes t-shirts. Toi, tu fais un peu plus d'efforts vestimentaires. Hier, tu avais une chemise et tout. Marc, il a son t-shirt vert. Et c'est pas qu'à la caméra. Hein. C'est dans la vie, c'est pareil. Il en a strictement rien à faire. Ouais. C'est vrai que des gens pensent qu'on n'a pas ce qu'on a. Eh ben, tu sais quoi, j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, c'est bien. Tant mieux. Moi, j'aime bien de vivre dans incognito. De toute façon, ces gens-là, tu leur envoies tes relevés de compte, ils te croiront toujours pas. Et de toute façon, ça sert à rien. Il n'y a même pas à les convaincre, on s'en fout. Voilà. Ouais. Moi, Marc, je le connais vraiment. Il a de l'argent. J'ai déjà vu, il m'a déjà montré sur son ordi. J'ai pas besoin de voir, mais entre nous, on se montre des trucs. Bien sûr. Tu vois, parce qu'on fait des états de comparaison d'états pour améliorer, etc. Mais en vrai, si les gens ne nous croient pas, on s'en fout. En fait, la vraie question, c'est pourquoi cette personne pense qu'on ment? Pourquoi elle se dit mytho? Pour se rendre confortable de son côté. Ouais. Est-ce que derrière ça, cette personne ne vit pas dans un univers où souvent elle ment ou on lui ment et alors du coup, ça devient un réflexe. Oh, il dit ça, mais c'est pas possible. Moi, je pense que c'est peut-être pour se rendre confortable parce que c'est des gens qui ont des barrières mentales, qui aimeraient au fond être plus riches, mais se réconfortent en se disant lui c'est un mytho, en vrai il a pas réellement de l'argent, donc c'est ok, on est au même niveau, et tu vois, ils restent dans leur zone de confort. Moi, c'est comme ça que je le vois. La réussite de l'un provoque chez l'autre le fait de se mettre face à sa non-réussite. Ouais. Et donc, en lui disant qu'il est mytho, il le remet à son même niveau. Et donc, il se dit c'est ok et je peux rester dans ma zone de confort et rien faire de plus. Je te rejoins. Les gars, c'est où ça là? Les gars, c'est possible de sortir d'un état précaire et réaliser, obtenir de l'argent. J'y suis arrivé. Tu y es arrivé aussi, mais je veux dire, moi, je suis vraiment parti d'un état. Ma mère me donne allez, livrer, tiens, autour un truc, maximum 5 €, ce sera ton cadeau de Noël ou d'anniversaire. J'ai vécu dans la rue, il y a encore quelques années, j'étais endetté. Aujourd'hui, je suis bien, c'est possible. Mais il faut prendre la décision de le faire. Il faut pas dire, oui, je vais m'y mettre demain. Mets-toi-y maintenant. Ouais. Tu veux étudier une langue, mets-toi-y maintenant. La procrastination, c'est quelque chose qui joue en notre défaveur. Des fois, on dit, oui, mais j'ai plus envie de ça. Mais tu retournes là. Si tu n'as plus envie de ton taf, quitte ton taf. Oui, mais c'est facile, il faut des moyens. C'est Orelsan qui disait dans ses morceaux, si tu veux faire des vidéos, t'as pas besoin de gros matos, t'as pas besoin d'une équipe qui filme, t'as juste besoin de ton téléphone. Et il avait raison. Et maintenant, j'estime qu'il y a beaucoup qui sont sur des excuses au lieu de se trouver les moyens. Lève-toi. Et je sais, ouais, mais c'est facile quand on est millionnaire. Les gars, j'étais pauvre il y a pas si longtemps de ça. Le mot est fort, j'en prends vraiment ce mot-là pour faire un choc dans la tête. C'est possible si on prend la décision. Et en 2025, avec tous les moyens qu'il existe, on peut pas. Toi-même, tu proposes des formations qui font passer d'un état à... Tu sais que dans mes abonnés, j'ai un gars qui m'a parlé de toi il y a pas longtemps. C'est pas qu'on se connaît, hein, mais il me dit « Ouais, j'ai pris une formation, c'était sur Amazon. Hein. » Il me parlait de ton produit, là, tu vois. Dropshipping pour faire ça. C'est un gars, à mon avis, tu dois connaître. Moi, je fais toujours, ouais, vite fait, ouais. Tu vois. Et qu'est-ce que tu en penses? Excellent, parce que ça me permet de... Et ça, c'est beau.
Parce que c'est un témoignage indirect. D'ailleurs, si on n'en parle pas maintenant, il n'y a pas d'anecdote, ça sort pas. De gars qui t'as peut-être même pas écrit pour dire waouh. Ouais. Mais ça marche. Ça marche. Et t'es pas le seul, on pourra en citer plein. Il y a plein de formations. Ouais. Un gars qui veut apprendre les massages, fais une formation massage, forme-toi. Comment ça se fait qu'on a un savoir? Qu'il y a maintenant sur YouTube, même celui qui a pas d'argent, qui a pas les sous pour prendre une formation. C'est possible. YouTube, ChatGPT. Vous regardez cette vidéo, en fait, vous êtes sur un smartphone. Ouais. Un smartphone, c'est une imprimante à faire du cash. Hein. Vous pouvez vous filmer, commencer à créer du contenu, documenter le process dans lequel vous êtes, etc. Enfin, énorme. D'ailleurs, les gars, j'ai monté ma chaîne YouTube 2 mois après. 2 mois après, j'étais monétisé. Hein, ma chaîne était monétisée. Et donc, à la fin du 3e mois, YouTube m'a abonné. Mon premier versement YouTube, c'est 490 €. Presque 500 €. Le mois d'après, YouTube m'a donné encore un peu plus, etc., etc. Donc, ne me dites pas que c'est pas possible de faire 500 balles. Ouais, je l'ai fait en 2 mois. Sans avoir l'objectif de le faire. En mode, je balance une vidéo un jour sur 2 et je parle de mon quotidien. Les gars, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Ça répond un peu à la question que j'avais prévue juste après. Tu as un message à faire passer à ceux qui, comme toi, ont commencé sans rien, mais qui, eux, galèrent encore. Il n'y a pas d'excuses. Tu as autre chose à ajouter ou pas? Le message, c'est lève-toi, fais les choses. Ne te laisse pas péter le cerveau par celles et ceux qui vont dire que tu n'y arriveras pas. Fais-le, c'est possible. Celles et ceux qui disent non, ne le fais pas, finalement, c'est des personnes qui... On s'en fout, elles sont pas dans notre tête. Moi, plein de fois, on m'a dit dans ma vie, arrête, ne fais pas ça. Au moment où j'étais en train de construire pour arriver le gars que je suis aujourd'hui. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué en regardant une de tes vidéos dernièrement, c'est choisir sa façon de mourir, c'est pas si, mais comment. Oui, effectivement. Dans la vie, moi, je me bats pas pour survivre. Je me bats pour choisir ma façon de mourir. Ça peut paraître particulier, mais il y a que 2 vérités absolues. La naissance et la mort. Tout le reste au milieu n'est qu'illusion. Quand tu conscientises ça, vraiment, tu sais que tu peux faire tout comme tu en as envie. Mais on finira tous colocataires au cimetière. C'est une réalité absolue. Comment est-ce que tu veux vivre? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et pas, il y en a qui parlent, oui, mais de vivre, de survivre. Non. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le temps ne passe qu'une fois. Ouais. Tu vois? Et pour moi, cette phrase-là, si je me ferais pas enterrer, hein, mais ça aurait pu être beau, ça, un épitaphe, là, tu vois, sur la stèle, là, tu vois. Ça aurait été sympa. Mais pourquoi, finalement, dans cette vie, choisir de subir alors qu'on peut prendre les rênes en main? À quel moment tu as eu ce déclic-là? Moi, je commence seulement à l'avoir là, sur les dernières années, on va dire. C'est pas quelque chose que j'ai eu tôt. En fait, je devais partir... c'est une vieille histoire. J'étais à l'hôpital, j'avais des douleurs abdominales, ici dans le bas-ventre, à droite. Et je vais aux urgences, je dis, j'ai mal. On était en Belgique. Le gars me dit, oui, moi, de petites crampes, c'est pas grand-chose, rentre chez toi. Je rentre le lendemain, j'ai encore mal, je retourne. J'ai écouté, j'ai mal, une petite radio, il trouve rien, du sable dans les reins, on sait pas trop, c'est pas grave. Okay. Je retourne à l'hôpital 3 jours d'affilée, moi qui n'y vais jamais, qui ne me plaît pas de la douleur, tu vois. J'ai écouté, prenez-moi au sérieux, je vous dis que j'ai mal, d'accord? Il me faut une batterie d'examen, etc. Il trouve rien. Et le gars on me faisait une tapote sur le haut, il dit, allez, mon gars, rentre chez toi, tout va bien. Et il voit qu'en enlevant sa main, il fait une grimace. Il dit, quand je pousse, vous avez pas mal? Je dis, non. Il retire sa main rapidement, il dit, un rebond. Il a employé un terme. Il dit, peut-être, je pense que vous savez, c'est la... comment on appelle ça? C'est pas l'appendicite. L'appendicite. Ah, c'est ça. Il dit, ça doit être l'appendicite. Moi, je sais pas, moi. Attendez-vous là, hein, ils vont faire des radios. Et ils cherchent dans cette direction. Et effectivement, il y a ça. Il me dit, écoutez, monsieur, on va vous garder. On va certainement vous opérer demain ou tout à l'heure, en soirée. Vous en faites pas, rien de grave. On attend juste quelques éléments de la radio. 20 minutes après, il revient, il me jette une blouse là d'hôpital et il me dit, on vous opère dans 15 minutes. Qu'il fait. Ah ouais, c'est en train de tourner en péritonite. J'avais entendu le mot une fois dans un film, je savais pas ce que c'était. Je me suis fait opérer d'urgence, etc. Je suis resté quelques jours à l'hôpital et je suis là à me dire, mais c'est dingue. T'aurais pu y passer, quoi. Oui, j'aurais pu y passer, mais en plus de ça, j'aurais pu y passer. Et à ce moment-là, ma vie, est-ce qu'elle me convient? Non. Et tu commences à conscientiser qu'en fait, mais tu peux mourir à n'importe quel moment. Alors pourquoi devoir subir la vie? C'est ça, quand je me bats, moi, c'est pas pour éviter de mourir. On va tous finir au cimetière.
C'est écrit. Mais c'est pour choisir comment tu veux vivre. Tu vois? Et cette phrase-là, parce que des fois, dans mes vidéos, il y a pas mal de punchlines. Ouais. T'es très poétique, on va dire. Il y a de très belles phrases qui en sortent. Hein. Très cru, des fois aussi, on me le dit. Je suis très... Mais tu vois, c'est rare que j'écrive la phrase d'un youtubeur. Et ça m'a marqué, tu vois, ça. Ça fait plaisir, tant mieux. Il y en aura d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Voilà, pour moi, on a tous cette opportunité de se dire, le temps passe, on doit le saisir maintenant. Il y a beaucoup d'excuses. Il y en a qui arrivent dans la vie et on est tous des êtres humains. Donc, si un être humain est capable de faire une chose, un autre humain sait y arriver. Des fois, mais ouais, John, il exagère. Mais non, c'est possible. J'ai passé mon permis bateau la toute première fois de ma vie où je prenais la barre dans un bateau. Les gens pensaient que je déconnais. Je dis non, attendez, montrez-moi juste une fois, je vais le faire après. Et j'ai reproduit le truc. C'est pas bien compliqué, mais tu vois, j'ai cette capacité à me dire, c'est possible. Mais pense le contraire et tu n'arriveras nulle part dans ta vie. Tu restes dans ton confort. Bien sûr. Et c'est quoi ta définition actuelle du bonheur? Alors, la définition actuelle du bonheur, selon Jonathan Taylor, c'est pas posséder le monde, mais c'est ne plus s'y soumettre. Ouais, c'est ma définition. Ça tient à ça. Très, très clair, très concis. Ouais. Ça te représente bien. Pour terminer la vidéo, quels sont tes challenges actuels, tes projets ou tes plans futurs et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, je vais aller au bout de l'apprentissage de la langue thaï. Je parlais tout à l'heure d'obtenir cette double nationalité. Enfin, j'ai déjà une double nationalité à moi-même. Ils ont une triple. Ce serait pas mal. Je suis sur l'ouverture de mes deux business ici en Thaïlande. Moi qui n'avais plus envie de rien faire, t'as vu. C'est déjà pas mal. Et puis quand j'arriverai à la fin de ces objectifs, il m'en faudra d'autres parce que c'est ce qui me maintient en vie. Et entre-temps, il y aura d'autres qui vont venir, oui, c'est sûr. Voilà. T'as beau dire je m'arrête, mais tu continues toujours. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que tout continue à être bien dans la vie de manière générale, une bonne santé. La chance, pour moi, on la provoque, donc il faut même pas me souhaiter bonne chance. On se la crée. La santé, je suis content. Ouais. Plein de repas avec des copains. Mais oui. Des soirées. Bonne ambiance. Pas se coucher trop tard, mais passer une bonne soirée. Moi, ça, c'est un des trucs que j'aime en Thaïlande pour le coup. C'est que les soirées peuvent commencer. En plus, on est tous calés là-dessus. Hein. Marc, il aime bien aussi. Donc, on dîne à 17h30, 18h. Ouais, c'est ça. 20h, on fait un petit tour. Ouais. 22h30, 23h, tout le monde est couché. Voilà. C'est impeccable. C'est fantastique. Coucher, ça ne veut pas dire dormir. Ah oui, oui. C'est là-dessus qu'on peut terminer. Je pense que ça illustre bien cette semaine de vacances ici. Déjà, je voudrais te remercier d'avoir pris le temps de venir partager tout ça avec beaucoup de choses personnelles. Je pense que des gens qui te suivent sur ta chaîne vont découvrir pas mal de ton histoire, de tes débuts dans le business. On peut te retrouver sur Jonathan Taïland. Il y a d'autres choses que tu voudrais partager? Non, je voulais simplement te remercier d'avoir pris le temps. Et tu connais mon rapport au temps maintenant, donc c'est ce côté précieux. C'est vrai qu'on m'a beaucoup proposé de faire des interviews. J'ai toujours refusé. Le seul qui a décroché de moi une seule anecdote, c'est Weko dans une de ses vidéos. Et c'est un plaisir qu'on se fait, je pense, mutuel. Plaisir partagé. Parce que ça a très bien accroché. Et puis voilà, Marc a aussi eu son rôle dans notre rencontre, donc je le remercie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il suffit d'un Français, d'un quelqu'un et puis ça crée des nouvelles amitiés. Alors c'est moi qui te remercie pour le temps énorme et puis cette ambiance, et je sais qu'on a encore plein d'aventures incroyables à vivre. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas les énormes pouces, les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura sûrement une V2 dans 6 mois, 1 an. On n'est pas sans se voir. Je suis pas sans passer à Pattaya. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, comme d'habitude, si vous êtes intéressé par le fait de vous former à mes côtés, que ce soit en vidéo exclusive ou bien à travers des accompagnements, vous aurez toutes les informations juste en dessous en description. Et puis je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va terminer là-dessus. On va aller rejoindre Marc pour un petit déjeuner. C'est ça, et faire des vidéos mais pour d'autres chaînes. Exactement. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.